Nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et vous écoutez le premier épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Pour inaugurer cette 10e saison, on va commencer par un sujet technique mais qui touche en plein cœur, l'usage et l'expérience photographique. Nous allons nous intéresser aux viseurs électroniques qui, avec les hybrides, ont littéralement révolutionné la manière de faire de la photographie. Nous recevons pour l'occasion de nouveau Mathieu Lepage de Camara La Roche-sur-Yon, avec qui nous allons tout vous expliquer. Cette émission vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Et c'est parti, premier épisode de cette 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Salut Arthur, écoute, je suis super content de retrouver les micros et puis on va parler de notre passion, un petit peu loin du chahut mondial actuel. Non, ne m'en parle pas. Le monde a quand même un peu changé depuis notre dernière émission, ouais, Arthur. C'est un peu compliqué en ce moment. On va parler photo aujourd'hui et on va célébrer, Benjamin. On va commencer par célébrer le 1 million d'écoutes depuis la création de ce podcast qu'on a franchi là, il y a peu de temps. On en a déjà parlé un peu dans le teaser, on en remet une petite couche. Je pense qu'on va en remettre une couche tout au cours de la saison parce que ça fait du bien aux oreilles. C'est quelque chose de symbolique et d'important pour nous. Donc je te félicite Benjamin pour ce 1 million d'écoutes depuis la création de ce podcast. Surtout, on va remercier notre producteur Vincent qui depuis le début a cru à ce format audio et puis tous nos partenaires, nos invités. Cher Mathieu, tu es là aujourd'hui. Tu reviens. Ah oui, avec plaisir. Et surtout, tous nos auditeurs, merci à vous de nous suivre et on espère que vous allez continuer. Bon, Mathieu, je te représente pour nos auditeurs. Donc, tu gères la boutique Camara de La Roche-sur-Yon qui se situe au 8 rue Salvador Allende, et dans laquelle vous proposez évidemment du matériel, mais aussi des services, du coaching photo, des travaux photo, des photos d'identité, un studio photo, du nettoyage de capteurs, de la location de matériel, de la vente de matériel d'occasion et de neuf, matériel neuf évidemment, et puis tous les services développés par Camara au niveau national. Est-ce que c'est toujours la même chose que l'année dernière ou vous avez ajouté encore des cordes à votre arc ? Non, c'est bon. C'est bon ? C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, ouais. Oui. Bon, alors c'est parfait. Je vous propose qu'on attaque notre émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, retour sur les annonces de début d'année et du CP+, avec un focus tout particulier sur les nouveaux boîtiers OM System, Lumix et Sigma. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'année 2025 commence très fort pour ce qui est des nouveautés boîtiers et optiques, et ce d'autant plus après le CP+, l'équivalent du salon de la photo japonais, qui a fermé ses portes il y a quelques jours. On commence avec OM System qui a dévoilé son nouveau OM3, présenté comme le digne successeur du P9, un appareil particulièrement apprécié par votre serviteur. Il s'agit donc d'un boîtier compact au look rétro en hommage au réflexe argentique OM3 de 1983, taillé pour les photographes et vidéastes qui veulent exprimer leur créativité. À l'intérieur, on retrouve le moteur des OM1 Mark II, à savoir un capteur micro 4/3 BSI de 20 millions de pixels stabilisés, sans filtre passe-bas, qui est associé au processeur TruePix X, capable de monter à 25 600 ISO et extensible à 102 400 ISO. Un obturateur mécanique et électronique avec respectivement des rafales à 6 et jusqu'à 50 images par seconde avec suivi AE, AF.
un autofocus hybride Quad F 1053 points avec détection et suivi automatique des sujets, un mode vidéo jusqu'au C4K 60p, un viseur électronique OLED de 2,39 millions de pixels et un écran orientable de 3 pouces tactile, et enfin un port SD compatible UHS 2, le Wi-Fi et naturellement le Bluetooth. Pour ce qui est de l'aspect créatif, on retrouve les modes ultra haute résolution jusqu'à 80 millions de pixels, la fonction Live ND jusqu'à ND64 pour les poses longues, le Live GND jusqu'à 8 GND pour les sujets contrastés, le Live Composite, le Live Bulb, ainsi que l'AF Starry Sky pour l'astrophotographie. De plus, on retrouve des presets couleurs et noir et blanc personnalisables qui sont accessibles via une roue à l'avant de l'appareil comme sur le P9 et des modes créatifs et art avec des simulations de filtres. L'OM3 est toujours un appareil particulièrement bien protégé contre les intempéries avec sa certification IP53. L'ergonomie des commandes a été revue et simplifiée comparée à celle d'un OM1 Mark II. Il pèse moins de 500 grammes. On écoute Baptiste Soto, le directeur commercial de Foc Distri, nous partager son ressenti sur ce nouveau boîtier. Moi, ce que j'aime beaucoup sur l'OM3, c'est qu'on le retrouve dans cette catégorie de produits qui sont un petit peu plus iconiques que techniques. Il y a des produits qui sont des game changers en apportant une nouvelle caractéristique, des nouvelles spécificités, des nouveaux capteurs, des nouveaux modes vidéo, des choses comme ça. Et des produits comme l'OM3, alors qui a plein de caractéristiques très intéressantes, mais avant toute chose, c'est une nouvelle approche, une nouvelle niche sur laquelle se positionne la marque. Parce que OM System, depuis quelques années, était très ciblé marché photo animalière. Et là, ils arrivent avec de la photo beaucoup plus urbaine, un produit, je dirais, plus proche du consommateur, plus proche du public, avec plus d'affect. Alors, on n'oublie pas la technique, il y a tout ce qu'il faut derrière, avec toutes les forces d'OM System. Mais derrière, la marque insiste beaucoup plus sur les effets de filtre un petit peu créatifs, les molettes qui permettent de basculer de tel type d'usage à tel type d'usage, plein de petits plus qu'on aime beaucoup. Pour prendre des exemples tout bêtes, le fait de pouvoir commuter sur un mode slow motion en vidéo en un clic sur la molette, c'est quelque chose qui n'existe pas. Après, ce qui est bien, c'est sur toutes les caractéristiques de base, il a le bon capteur qui est en empilé. Et même s'il est que de 20 millions de pixels, on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus. On n'est pas en train de se parler d'imprimer des 4x3. Avec un mode vidéo qui fait de la 4K de façon très correcte, qui est capable d'aller chercher des modes à 120 images secondes. Alors, pas pendant très longtemps, sur des délais très courts, mais qui sont possibles, par exemple, quand on veut faire le décollage d'un oiseau ou un gamin qui marque un but, faut être là au bon moment. On a toujours la stabilisation qui a toujours été top sur les produits OM System, donc ça, elle est toujours aussi bonne. La sensibilité qui est poussée à 100 000 ISO, ça c'est bien, c'est toutes ces petites choses qu'on aime bien. Et dans le genre de truc qui est très facile à faire pour un constructeur, et ça m'agace que les autres ne le fassent pas, ils ont remis l'activité, le fait de basculer en immédiat de ratio d'image en 3,5, en 4 tiers ou en 1 pour 1. Donc, selon si on veut faire des images pour Instagram, pour de la vidéo ou pour des formats photos, on peut se retrouver, du coup, avec des formats très différents. Donc, ça, c'est sympa. Et ils ont fait, je trouve, un bon choix. En plus, ils ont les bonnes optiques pour aller sur ce genre de boîtier. Le design est réussi. Alors, après, c'est sûr que si on veut mettre un 100-400 sur un OM3, ça va faire un petit peu comme si c'était un pingouin à Tahiti. C'est pas fait pour, c'est pas à sa place. Mais par contre, il est capable d'aller chercher aussi d'autres usages que ceux très, très stricts sur lesquels il est prévu. Le nouveau OM System OM3 est proposé nu au prix de 2 000 €. On continue avec une annonce du CP+, de Lumix et l'arrivée d'un nouveau boîtier haut de gamme full frame conçu pour les vidéastes et les photographes. Le Lumix S1R marque 2 atouts d'un grand. On commence par son capteur BSI Ultra Défini Full Frame de 40 millions de pixels, conçu pour offrir le meilleur équilibre possible entre définition et sensibilité. On retrouve le double ISO natif et une sensibilité maximale de 51 200 ISO extensible à 102 400. Ce capteur hérite d'un autofocus hybride phase contraste à 779 points avec reconnaissance et suivi du sujet. En rafale, il affiche une haute cadence jusqu'à 40 images par seconde en obturation électronique et 10 images par seconde en obturation mécanique. Le mode haute résolution monte pour sa part à 177 millions de pixels à main levée sur un sujet fixe. Le capteur est naturellement stabilisé et le constructeur annonce un gain jusqu'à 8 IL. Côté vidéo, Lumix ouvre la porte du 8K
30p en 420 10 bits au format 17 neuvième. Une future mise à jour de firmware devrait le doter du 8K en Open Gate, pour l'instant réservé uniquement aux 6,4K. On retrouve des modes C4K 60p 422 10 bits ou 4K 120p. En RAW, on dispose du Apple ProRes 422 HQ 5,8K 30p ou même du ProRes RAW HQ. Le constructeur a implémenté toutes les fonctions vidéo les plus expertes, comme par exemple le Vlog, le Vegamut, les fausses couleurs, de Tally-Lamp, l'enregistrement de proxy, la compatibilité avec Frame.io, l'audio en 32 bits, la gestion des luttes et l'enregistrement sur SSD. Le boîtier reprend le calibre des S5 II, il est protégé contre les intempéries, dispose de 2 slots carte mémoire CF Express Type B et SD UHS-2, d'un viseur électronique de 5,76 millions de pixels à 120 Hz et d'un écran orientable et inclinable tactile. Le nouveau Lumix S1R Mark II est proposé nu au prix de 3 599 € et sera disponible au mois de mars. Ensuite, à la surprise générale, Sigma a annoncé un nouveau boîtier ultra concept très ambitieux intitulé BF. Il s'agit d'un hybride full frame en monture L donc, avec une approche minimaliste, moderne et très design qui rappelle un peu le concept du Leica T sorti il y a plus de 10 ans. Le Sigma BF exploite un capteur 24-36 mm BSI de 24 millions de pixels non stabilisé, capable de monter jusqu'à 102 400 ISO. Il est dépourvu d'obturateur mécanique et peut monter jusqu'au 1/25 de seconde et faire des séquences en rafale à 8 images par seconde. On retrouve un autofocus hybride face contraste avec la reconnaissance des humains et des animaux type chien et chat. Il peut délivrer des photos en RAW DNG 14 bits et des séquences vidéo jusqu'au 6K 30p sans recadrage avec le L-Log. On retrouve également pas moins de 13 styles d'images entièrement personnalisables. Le boîtier dit Unibody, entièrement réalisé à partir d'un seul bloc d'aluminium, nécessite près de 7 heures d'usinage. Le design est minimaliste, épuré, futuriste. Sur l'avant, on retrouve uniquement l'objectif, au-dessus uniquement un déclencheur et à l'arrière un écran fixe, un petit écran secondaire et quelques commandes tactiles, c'est tout. Il utilise une simple connexion USB-C et ne dispose pas d'emplacement carte mémoire car il se base sur une mémoire interne de 230 Go. Sigma a également entièrement revu son interface utilisateur. Le nouveau Sigma BF sera disponible en avril et proposé au prix de 2 350 € nu en version argent ou noir. Et pour finir, un mot sur les autres grandes nouveautés de ce début d'année. Canon a lancé un nouveau zoom grand angle à ouverture constante plus abordable que la série L professionnelle, avec un RF 16-28 mm f2.8 IS STM proposé au prix de 1 300 €. Le constructeur a également annoncé un nouveau compact qui est pour l'instant uniquement destiné au marché japonais avec le PowerShot V1 équipé d'un capteur 1,4 pouces et foncièrement orienté vers un usage vidéo vlog. Nikon continue de développer sa gamme de focales fixes ultra lumineuses avec un nouveau 35 mm f1.2 en série S ultra haut de gamme proposé au prix de 3 250 €. Le constructeur a également fait parler de lui via la société Red avec l'arrivée des premières caméras équipées en monture Z. Côté vidéo, on a vu arriver également un zoom 35-135 mm f4 constant motorisé proposé au prix de 2 800 €. Sony est pour l'instant resté très calme. Niveau boîtier, même si on attend cette année probablement le successeur de l'Alpha 7 Mark IV. Le constructeur a néanmoins annoncé des nouveautés dans le domaine de l'optique avec l'arrivée d'un super télézoom 400-800 mm f6.3 8G OSS proposé au prix de 2 999 € et d'un ultra grand angle 16 mm f1.8 en série G proposé au prix de 999 €. En parallèle du BF, Sigma a également annoncé de nouvelles optiques. On commence par un impressionnant super télézoom, tout de blanc vêtu, 300-600 mm f4 constant DGOS Sport, proposé au prix de 7 000 € et un 16-300 mm f3.5 6.7 DCOS, proposé au prix de 730 € à destination des hybrides APS-C en monture LEX et Canon RF. Enfin, pour coller avec la version argent du BF, Sigma a décidé de décliner les 9 focales fixes de la série High Contemporary en version argent. Pour accompagner le lancement de son OM3, OM System a également annoncé les secondes générations des 17 mm f1.8, 25 mm f1.8 et 100-400 mm f5.6.3 stabilisés. Et enfin, pour terminer, un mot sur Leica qui a annoncé le SL3S, une version allégée et plus abordable de son hybride full frame proposé au prix de 5 200 € boîtier nu,
La seule grande différence de ce nouvel appareil est son capteur qui passe de 60 à 24 millions de pixels. Nous aurons naturellement l'occasion de revenir en détail sur certaines de ces nouveautés au cours de la saison. Bon, je reprends un peu mon souffle. Bon, évidemment, c'est un peu compliqué de traiter en un seul flash actu toutes ces nouveautés en détail. On s'est un peu focalisé pour cet épisode sur les nouveautés, on va dire, des très grands constructeurs historiques. Il y en a d'autres auprès des constructeurs d'optiques chinoises en particulier, dont on parlera la semaine prochaine. Mathieu, pour commencer, parmi toutes les nouveautés que j'ai évoquées, quelle est celle qui t'a le plus hypé en ce début d'année 2025 ? Alors, d'un point de vue passionné ou d'un point de vue Alors, quelqu'un qui tient un magasin photo? on va rester un peu dans la passion pour commencer et on la parlera passion. business juste après, si tu veux Ah, bien. passion, non, mais le BF. Ah ouais ? Ah ouais. Ouais. Là, c'est juste, j'aime bien parce que ça va mettre un coup de pied sur le marché où justement on va avoir, à mon avis, plus en plus de produits avec plus en plus de choses intégrées. Et justement, là, ce fameux disque dur intégré dans l'appareil photo, Hasselblad l'avait fait, là, il y a Sigma qui le fait. Zeiss l'a annoncé en quelque sorte Voilà, aussi. et moi je pense que ça va être pas un avenir, mais c'est quelque chose quand même de très très intéressant d'avoir de revenir à l'ancienne avec des stockages internes. Parce qu'on l'a eu ça dans les compacts il y a très Ouais. longtemps, des petits stockages de 15, 20, 30, 50 photos. Samsung était un peu spécialiste de ça à la grande. Ouais, Même au mais, début des Nex. Et après, Des- d'un point de vue passionné photo, moi je trouve que c'est super intéressant de se dire on a une mémoire à l'intérieur conséquente, parce que je crois qu'on est sur 1 Tera sur le Hasselblad. Là, je sais plus combien tu as dit. 230 gigaoctets de mémoire. Ouais, 230 gigas. Après, le BF, vu les performances annoncées, c'est plus que intéressant en photo comme en vidéo. Enfin, c'est ballot, hein. On fait une émission sur la visée électronique et il Ah, nous sort et un paf appareil, il n'y a pas de viseur. Bon, Ah oui, mince. oui, Mais bah, cela dit, on va en parler de la visée par LCD. oui, non, mais après le viseur, on va parler du S1R2. J'ai eu la chance de l'essayer là il y a quelques jours. Voilà. Mais non, là, j'ai été très, très, très hypé là, par le Sigma BF. Ouais. Bon, alors Bah, ça- en tant que fan de Ricoh GR3, j'ai bien aimé l'approche minimaliste aussi de Ouais. ce boîtier-là. Mhm. Et ça montre qu'avec peu d'artifice, c'est-à-dire pas d'écran orientable, pas de viseur, on peut quand même envisager la photo. Et peut-être que c'est le genre d'appareil qui incite à le prendre au quotidien, justement parce qu'il n'est C'est pas ça. très encombrant. Alors, à voir quand même, hein. Il y a certaines optiques e-contemporary un tout petit peu plus volumineuses, voire lourdes que d'autres. Ça reste tout en métal et c'est un très beau matériel. Mais la proposition est séduisante. Le prix n'est pas très doux quand même, je trouve, pour ce que c'est. Donc, à tester. Mais après, je pense que ça vise quand même une certaine catégorie de photographes. C'est beaucoup de professionnels qui vont vouloir un deuxième boîtier. Tout à fait. C'est beaucoup de personnes qui vont avoir déjà un Leica, un Lumix ou même qui ont déjà du Sigma. Il va falloir faire un complément. C'est sûr que je pense pas qu'un iconiste, un canoniste va avoir ça en deuxième boîtier. Ou après, là, on va quand même parler à des personnes qui ont déjà une grosse expérience photo et qui savent tout de suite ce qu'ils veulent. Qui sont déjà équipés en monturel, effectivement. Oui, mais il vaut mieux être déjà équipé en monturel, ça c'est sûr. Et si tu mets ta casquette de revendeur, qu'est-ce qui est le plus intéressant ce début d'année ? Le Sigma 16300. On reste sur Sigma. Ouais, c'est Sigma. Ouais. Non, mais Le c'est le 16300, 16300 parce que ça, en tant que revendeur, c'est quand même une optique qui nous manquait. Il y a vraiment une si grande différence en termes d'usage et de perception entre un 16-300 et un 18-300 ? Moi, je vois quand même une différence légère entre ce fameux 16 et 18, parce que forcément, ça fait 28 et 24. Tu vas avoir des angles de vue, des perspectives que quand même le 24 déforme certaines lignes d'une manière quand même plus esthétique, je trouve. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de marques qui essaient de s'ennuyer quand même à aller vers le 24 ou vers le 16 sur des zooms plus ou moins standards ou transstandards. Et ouais, non, ce 16-300... en tant que revendeur, il nous manquait vraiment. Et en plus, là, ça va couvrir Fuji. Non, déjà Fuji qui n'en fait pas du tout, qui fait pas parce que c'est pas leur philosophie. Ça va couvrir Canon qui, en effet, justement, ne fait plus rien. Et Sony, après, désolé pour Sony, mais bon. Ça vous rappelle les belles heures du réflexe, surtout, puisque c'était Exact.
le genre de plage de focale qu'on voyait sur les réflexes. Il y avait même des 18-400, je crois. Tamron 18-400. Exact. Donc, c'est pas mal de voir ce genre d'optique revenir parce que c'est typiquement très polyvalent et ça peut permettre à un public, on va dire, plus généraliste, qu'on va qualifier amateur ou primo-accédant, d'avoir une optique à tout faire, un petit couteau suisse comme ça. Et c'est finalement une bonne nouvelle. Le profil est en effet, en général, des personnes qui vont manquer d'expérience ou qui veulent la simplicité. J'ai été étonné du nombre de personnes très professionnelles, très passionnées, qui mettent beaucoup d'argent là-dedans, qui ont des objectifs complètement incroyables et quand ils partent en vacances, ils t'annoncent qu'ils sortent avec des trucs comme ça. Pas envie de changer d'optique. Voilà, ça s'entend très bien. Ils font le sacrifice de la qualité d'image et de luminosité pour la polyvalence et de toute façon, c'est un choix. Bon. C'est un bon choix, je pense, des fois. Et si vous vous intéressez justement à ce sujet des zooms transstandards, mon cher Benjamin, on vous invite à écouter l'émission qu'on a faite à la saison dernière sur cette thématique. Benjamin, qu'est-ce que ton cœur te dit? Comment ton cœur a vibré en ce début d'année? Vibrer, le mot est un peu fort. Non, il n'y a rien qui m'a vraiment fait vibrer, en tout cas en termes matériels. Clairement, après, j'apprécie quand même la proposition encore de Sigma au niveau optique, notamment au niveau plein format. C'est vrai que les zooms qu'ils proposent sont toujours vraiment pertinents, et notamment pour tout possesseur de matériel en sériel. C'est vrai que du côté de Lumix ou de Leica, l'offre en matière de longue focale n'est pas conséquente, voire inexistante. Hein. Donc, l'arrivée de ce fameux... attends, c'est quoi la focale ? 300-600 ? De ce fameux 300-600, c'est une super nouvelle. Ils avaient déjà un 150-600 très performant, un 60-600, donc là 300-600, et puis avec des prix toujours redoutables. C'est une première, 300-600 f4, constant. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment une première. Ouais. C'est vraiment une super proposition. Je pense que sur des meetings aériens, peut-être que pour certains sports en extérieur aussi, on en parlera la semaine prochaine avec notre invitée Pauline Ballet. C'est une formidable offre, donc les possesseurs de monturelles vont être aux anges, de matériel Sony aussi. Puis sinon, j'ai bien aimé aussi le Lumix S1R2, en tout cas au niveau de l'ergonomie, parce que je trouve que là, c'est un appareil qui a l'air très abouti, le choix opéré au niveau de l'écran orientable, l'ergonomie globale du boîtier, même si je trouve qu'ils auraient dû l'appeler plus S5R2, enfin on s'y perd un peu entre la série S1, S5, etc. À voir après au niveau des performances de l'autofocus et ce capteur de 44 millions de pixels, ce que ça va donner, la gestion du rolling shutter aussi, parce que le capteur n'est pas empilé. Mais rien d'extraordinaire quand même en ce début d'année. On attend d'autres choses dans les semaines à venir. Bon, et en tout cas, sachez qu'on vous prépare très prochainement une émission spéciale qui sera consacrée à ce nouveau boîtier Lumix, le S1R Mark II. En ce qui me concerne, je vais partager avec vous une frustration, une déception, un coup de gueule. Ça fait quasiment 10 piges que j'attends le successeur du P9, boîtier que j'adore, je l'ai suffisamment dit à ces micros. OM System nous présente en ce début d'année l'OM3 annoncé comme le successeur du P9. Non les gars, non, on n'y est pas du tout. Ce n'est pas le même appareil, ce n'est pas le même look. Je ne veux pas d'un viseur électronique centré. Voilà, soyons clairs. Donc j'attends toujours le successeur du P9. C'est pas le même prix non plus. C'est pas le même prix. Mais ça, à la limite, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat, mais de toute façon, je rejoins Arthur. On est sur autre chose. On est sur un remplaçant, on est sur un concurrent du de l'OM5 et pas. Enfin, je vois pas vraiment. Déjà, il s'appelle OM et pas Pen. Oui, déjà. Pour commencer. Mais après, est-ce qu'ils ont eu le droit de l'appeler Pen? Est-ce qu'ils ont eu le droit? Il y a ça aussi qu'il faut voir. La question est posée. Bon allez, on va clore le flash actu sur ces mots et on attaque la story. Benjamin, première story de la saison 10, ta chronique hebdomadaire. Et cette semaine, tu nous parles d'un appareil Kodak perdu sur le toit du monde depuis un peu plus de 100 ans et qui pourrait bien contenir la clé du plus grand mystère de l'histoire de l'alpinisme. Si c'est pas un teaser, ça, moi je m'y connais pas. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo, partout en France.
C'est une découverte qui pourrait chambouler l'histoire de l'alpinisme. Au mois de septembre dernier, une expédition de National Geographic, menée par le célèbre photographe et grimpeur Jimmy Chin, à qui l'on doit le vertigineux documentaire Free Solo, tombe sur une vieille chaussure en cuir libérée par la fonte des glaces dans la partie haute du glacier de Rongbuk, adossé à la face nord de l'Everest. À l'intérieur du soulier intact, une chaussette en laine et des ossements de pied. Sur la chaussette, on peut lire le nom A.C. Irvine. Andrew Comyn Irvine, le compagnon de cordée de George Mallory. Les deux alpinistes britanniques entreprennent l'assaut final vers le sommet des dieux le 8 juin 1924. C'est la dernière fois qu'ils sont aperçus en vie. Depuis, leur mystérieuse disparition, personne ne sait s'ils ont atteint leur objectif. En l'absence de preuves, le néo-zélandais Edmund Hillary et le népalais Tenzing Norgay sont considérés comme les premiers à se hisser sur le toit du monde à 8848 mètres d'altitude le 29 mai 1953. Il reste cependant un élément clé dont la découverte permettrait, 100 ans plus tard, de savoir si Irvine et Mallory ont été les premiers à réaliser cet exploit. Il s'agit de l'appareil Kodak Vest Pocket, vraisemblablement porté par Irvine lors de l'ascension, censé immortaliser leur exploit une fois au sommet. Après la découverte de la dépouille de Mallory en 1999, cette chaussure, surgie des glaces, relance donc l'espoir de retrouver le corps d'Irvine et peut-être le fameux appareil photo. La clé du mystère réside donc dans la pellicule 127 de Louis Pose, logée dans le Vest Pocket, un appareil conçu en 1912. Kodak le présente alors en ces termes. Dans son catalogue de l'époque, rapporte Todd Gustafson dans sa Bible 150 ans d'appareil photo aux éditions Erol. Je cite « Si plat, tout en rondeur et si petit qu'il se rangera aisément dans la poche de votre veston. Une fois replié, il mesure en effet 2,5 mm d'épaisseur. Le soufflet est soutenu par une armature en ciseaux et il offre la possibilité de prendre des photos de 4 par 6,35 cm. Il fut beaucoup utilisé sur le front durant la Première Guerre mondiale, si bien qu'on le surnomme alors le Kodak du soldat. Son aura a largement dépassé le cadre militaire. Il fut produit à plus de 1,75 million d'exemplaires dans plusieurs versions, dont une dite autographique, permettant d'annoter les photos avec un stylet métallique. Un certain Ansel Adams en a utilisé un lors de son deuxième voyage dans le parc Yosemite à l'âge de 15 ans, bien avant de devenir photographe. Reste à savoir si le film du Vest Pocket d'Irvine pourrait être développé plus de 100 ans après, s'il venait à être retrouvé. En attendant, le photographe du National Geographic Jimmy Chin garde secrètes les coordonnées GPS du lieu où il a découvert la chaussure avec ses deux compères, pour ne pas susciter de convoitise. Mais la résolution de ce mystère centenaire pourrait bien connaître un épilogue dans les prochains mois. Ah, ça sent l'adaptation en série Netflix, hein, ton affaire là. Très cool, très cool. C'est possible, vous pensez, de développer un film 100 ans après la prise de vue ? Alors, il y a des exemples récents qui ont prouvé en tout cas qu'il était possible d'exploiter des pellicules datant des années 30. On l'a vu notamment grâce au photographe américain Levi Bedweiser avec son site The Rescued Film Project. Il s'était spécialisé dans le sauvetage de pellicules anciennes. Et il avait notamment mis en lumière 31 films pris par un soldat américain durant la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques années. C'était assez saisissant. Évidemment, il précisait alors qu'il ne fallait pas qu'il y ait de variation de température et il ne fallait pas que les films aient trop souffert d'humidité. Alors après, a priori, ils sont congelés là. À plus de 8000 mètres d'altitude, la variation de température, apparemment, il ne devrait pas y en avoir des masses. Ouais. Quant à l'humidité, a priori, ça pourrait le faire. Enfin, il n'y a rien qui semble contre-indiquer ça. En fait, ce qui va augmenter la péremption du film, c'est les deux éléments en même temps. En fait, il fait très humide, mais qu'il n'y a pas de variation, ou l'inverse, ça a marché. Donc là, au contraire... C'est plus au moment du sauvetage et de la descente du film qu'il faudra être précautionneux, probablement. C'est là où après, voilà, quand tu retrouves le film, là, après, moi, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je pense qu'il vaut mieux pas le descendre tout de suite et
J'irais même essayer de Monter un développer. mini lab là-haut. Ouais. Ben, limite, ouais. Si, monter la nourriture sous là-haut et c'est parti, on met dans la machine. Non, mais ça se conserve plutôt bien dans le froid, étonnamment, les films. Bon, bah, qui sait. Cet appareil-là, le Vest Pocket, tu le connais? Je sais que tu fais quand même pas mal Alors, d'occasions. T'en vois passer des fois? non, pour être très transparent, je viens à l'instant de regarder sur Internet à quoi il ressemblait. Et non, je le connaissais pas du tout. C'est vrai qu'il a quand même une tête plutôt mignonne pour un Kodak. Et donc, ta description et le fait de l'avoir vu en photo, ouais, je comprends pourquoi on pouvait partir avec ça. Ça fait vraiment un moyen format vraiment compact. Alors, pour les poches de l'époque, hein. Oui, puis hyper robuste surtout. Et donc, il était effectivement beaucoup utilisé par les soldats qui étaient même censurés apparemment par leur régiment, enfin leur chef de régiment la plupart du temps. Et malgré ça, ils envoyaient des pellicules, donc non développées, qui leur permettaient de braver la censure. Et on pouvait avoir, ou leurs proches pouvaient avoir des nouvelles du front en images grâce à cet appareil. J'ai appris ça notamment grâce au musée de la guerre, sur le site du musée de la guerre, qui est très complet sur le sujet. Je voudrais surtout mentionner le boulot de la journaliste Christine Thomas, qui retrace tous les temps forts de cette histoire à partir de nombreux récits et témoignages de l'époque dans un article intitulé Qui trouvera le Kodak perdu, accessible dans la rubrique L'équipe Explore sur le site du quotidien sportif l'équipe.fr. C'est une enquête accessible pour les abonnés, donc c'est payant. Elle est richement illustrée en images et en infographie. Ça se lit vraiment comme un polar. Elle va beaucoup plus loin que tout ce que je vous ai dit. Mais on s'intéresse ici, entre geeks, aussi au matériel. Donc, on parle du Vest Pocket, mais elle va beaucoup, beaucoup plus loin. Sur le site aussi du National Geographic, vous pouvez en savoir plus. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse ou non à l'alpinisme. Je trouve que cette histoire prend des allures d'enquête et finalement se lit très facilement. Et c'est assez grisant, fascinant et même s'il faut aussi avoir un petit peu de respect pour la dépouille de la victime si jamais elle est retrouvée, hein, le corps d'Irving, parce que sa famille est toujours là. Et bon, faut faire preuve un peu peut-être de pudeur quant à l'éventuelle diffusion du photo du corps, quoi. Voilà. Bon. Merci Benjamin pour cette première story passionnante. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission qui est donc consacrée aux viseurs électroniques. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Remise exceptionnelle chez Nikon. En ce moment, profitez de remises immédiates exceptionnelles sur une sélection de produits Nikon jusqu'au 31 mars 2025. Offre valable dans la limite des stocks disponibles chez les revendeurs participants au Nikon Plaza Paris et sur nikon.fr. Voir modalités sur le site nikon.fr. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Mathieu Lepage de Camara La Roche-sur-Yon pour cette discussion autour des viseurs électroniques. Alors, les viseurs électroniques, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'image numérique, aussi bien en photo qu'en vidéo. Ils étaient déjà présents à l'ère des compacts numériques sur certains modèles et bien entendu des caméscopes. À cette époque, ils étaient souvent présentés comme une solution pour réussir à cadrer correctement dehors en plein soleil. L'arrivée des premiers hybrides, avec pour commencer par exemple le Lumix G1 en 2008, a mis un coup de projecteur sur cette technologie qui est au cœur de la révolution de l'hybride. À l'époque, sur le G1, l'EVF, pour Electronic Viewfinder, c'était une définition de 1,4 million de pixels en technologie LCOS, Liquid Crystal on Silicon, avec un affichage à balayage. Il était capable de reproduire 90% du gamut de couleurs du NTSC. Il disposait d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un grossissement de 0,7 fois et un dégagement oculaire de 1,75 cm. Il intégrait aussi un correcteur dioptrique. Sur les boîtiers actuels, on va le voir, les choses ont beaucoup évolué. L'EVF, avec la technologie de boîtier de type hybride, a remplacé la visée historique optique réflexe et donc les appareils de type réflexe. L'EVF a radicalement changé l'expérience photographique et ouvert la porte à des fonctions et des usages qui étaient simplement impensables du temps du réflexe. Mathieu, première question pour commencer. Est-ce que tu te souviens de l'arrivée des premiers hybrides et les premières réactions, que ce soit de toi ou des clients, devant cette nouvelle technologie qu'on qualifierait aujourd'hui de disruptive? Je dirais plutôt que j'avais commencé à vendre sérieusement les hybrides autour de 2014.
Et après, c'est vrai qu'il fallait convaincre que autour du viseur. On avait beau apporter les arguments d'autofocus, de rafale, de prise en main, de compacité. Et c'est vrai que le point du viseur, il avait été très, 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 très long Ouais. à faire accepter à beaucoup de clients. Et en fait, de toute façon, l'argument, nous, numéro un, c'était vous ne raterez plus l'exposition, vous ne raterez plus la balance des blancs, vous allez rater beaucoup moins de choses. What you see is what you get. Voilà. Et c'est vrai que le problème, des fois, alors surtout sur les premiers, de différence de colorimétrie assez forte, par exemple, qu'on avait chez Fujifilm, qui avait tendance à teinter énormément bleu. Déjà, c'était un peu dur de convaincre les gens de partir là-dessus. Parce qu'on disait, bah oui, mais là, le viseur est quand même moins fiable que l'écran. Et en fait, à l'époque aussi, les écrans étaient beaucoup plus fiables que les viseurs. Hmm. Puis c'était un moment où c'était un peu aussi un coup de pied dans la fourmilière, hein, parce que cette photographie, on va dire, passionnée, experte, professionnelle, faite avec des appareils à objectifs interchangeables, était dominée, surdominée par deux acteurs, Canon et Nikon. Et le monde a vu arriver ces outsiders, Panasonic évidemment, Sony, Samsung, même à l'époque. Enfin, il devait y avoir aussi un peu de défiance devant ces jeunes acteurs de l'univers de la photo, j'imagine. Surtout, c'est que Sony et Panasonic ont longtemps eu une image, et encore, je trouve que auprès de certains de mes clients Panasonic, il y a encore cette image-là, comme ils vendent aussi bien des consoles de jeux, des télés que des autocuiseurs. Ouais, c'est ça. Alors Alors, pour le Sony, coup, Canon est aussi très, très, très diversifié, hein, ouais, à ce jeu-là. Canon, Nikon, Fuji, renseignez-vous, hein, ils sont vraiment partout, hein. Nikon est autant dans les accessoires de golf que la greffe de peau, Hmm. et Canon dans les impressions et dans le militaire. C'est impressionnant et c'est très intéressant de savoir justement à quoi tout le monde touche, parce que justement ça permet aussi de, on va dire, améliorer son choix aussi des fois de choix de matériel photo. Mais c'est vrai que, ouais, déjà que cette image justement alors surtout pour Sony et Panasonic qui avaient cette image de on fait plein de choses et des appareils photo. Et regardez, on a des appareils photo trop bien et bon, les viseurs sont pas dingues. C'est vrai que, voilà, c'était pas évident de convaincre tout le monde. Non, mais pourtant, ça répondait un peu à un besoin aussi au moment où émergeait la vidéo sur les réflexes Mmh. et où on constatait que la vidéo n'était pas utilisable, où l'autofocus passait par les fonctions live view de ces appareils-là, mais l'autofocus n'était pas du tout fait pour ça, sauf chez Canon après qui va apporter une première réponse. Et du coup, peut-être qu'on attendait aussi beaucoup de Panasonic, de Sony, qui construisent pas seulement des consoles, etc., mais aussi Mmh. des caméscopes, et compter un peu sur leur expertise pour faire fusionner les univers photo et vidéo, ce qu'aujourd'hui parviennent parfaitement à faire les Imrine. Puis ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à l'époque et encore aujourd'hui, Sony et Panasonic restent quand même des leaders dans l'audiovisuel, sur les plateaux télé, dans les cinémas, ça reste quand même des gros leaders, enfin, c'est pas des petits. Donc on pouvait aussi attendre à l'époque de développer ces technologies et les rapatrier dans les boîtiers photo. Hmm. Comme Nikon aujourd'hui avec Red, où justement il y a ce rachat est très intéressant pour Nikon, très juteux, on va dire. Le partenariat de Lumix avec Arri au moment Aussi, du ouais. GH7 qui est passé plus inaperçu, mais c'est vrai qu'il y a des espèces comme ça de petites fusions entre l'univers du broadcast et de la photo qui sont intéressantes. Mais plus qu'intéressant, puis de toute façon, il faut que tout le monde tout en découle. Ce que font les marques à côté, c'est important, ça découle de l'appareil. De toute façon, on le voit bien même avec Fujifilm. Fujifilm, ils sont dans le médical, mais ils sont aussi dans tout le domaine de l'impression, du développement d'une photo, de la tirer, de la développer, la pellicule. Tout ça, de toute façon, on le ressent dans leur matériel aujourd'hui. Et tout ça, toutes les marques ont justement leur à côté, et les technologies créées à côté permettent d'améliorer leur appareil. Et de toute façon, pour en revenir au viseur, de toute façon, après, Sony, Panasonic, c'est de la télévision, hein, donc du petit écran. Justement, moi, ce qui me surprend, c'est que très rapidement, ils savaient quand même faire des écrans de télévision. Pourquoi c'est pas allé plus vite, justement, le développement n'a Et Samsung à l'époque, Ah oui, qui Samsung, fait bien aussi sûr. des écrans. Oui. Non, mais et puis encore, Samsung, il y avait quand même une qualité de fabrication qui était quand même assez bonne, quand même, hein. Je comprends pas, j'ai pas trop compris pourquoi ils sont plus sur le marché, quand même. Autre sujet d'émission, Autre sujet pour le d'émission, coup. ouais. Je vais rappeler quand même à nos auditeurs le principe de fonctionnement d'un viseur électronique. Donc, ce viseur, en fait, il renvoie, et là c'est très important, en temps réel, l'image
projetée par l'objectif sur la surface du capteur. Donc, c'est l'équivalent en quelque sorte de la visée live view dont tu parlais, Benjamin, à l'écran, mais voilà, dans un tout petit viseur, on regarde un petit écran devant lequel on va mettre une série de lentilles. Et ce qui est cool, du coup, théoriquement, avec cette technologie, c'est qu'on n'est plus dépendant physiquement du chemin de la lumière qui passe à travers l'objectif et vient sur le capteur. C'est-à-dire qu'un viseur électronique, on pourrait presque l'imaginer n'importe où, en fait, Mm. sur un boîtier. Alors, soit on le met à la place d'un viseur conventionnel réflexe, soit on le met en déporté comme sur mon PNF, on pourrait le mettre en dessous, on pourrait l'imaginer, et ça a été fait en accessoire, qu'on vient venir greffer soit au-dessus de l'appareil, soit sur le côté. Enfin, il y a une quantité d'idées infinies qu'on peut avoir à ce niveau-là. Euh, Mathieu, c'était quoi les défauts qu'on pouvait reprocher on va dire, à ces premières générations de viseurs qui ont vu le jour sur la première vague des hybrides, en fait, hein? Bah, de toute façon, les erreurs, enfin pas les erreurs, les problèmes étaient quand même plutôt simples. C'était principalement des défauts de netteté, de colorimétrie et aussi de fréquence, la fameuse fréquence hertzienne. Parce que, de toute façon, défaut de netteté, de toute façon, les premiers écrans, en fait, on n'avait pas l'idée de bien travailler les lentilles devant, donc ça grossissait mal le viseur, on ne le voyait pas très bien. Si tu n'arrives pas à lire tes détails, ta vitesse, ton obturation, si tu n'arrives pas à les naviguer dans ton menu, le viseur t'apporte absolument rien. Et Mhm. si tu t'assures pas de ta netteté, tu vas pas pouvoir faire une bonne photo. La colorimétrie, bah, si tu regardes dans le viseur et que tu vois tout bleu, tu corriges ta balance des blancs en direct. Tu arrives sur ton ordinateur et que tu vois que tout est trop jaune, ben, ton viseur est quand même un petit peu T'as dérangeant. qu'à bosser en RAW, hein. Oui, moi j'aime pas ça le RAW, moi. Et non, et après, c'était les fréquences hertziennes où justement, ben après, alors ça dépend de beaucoup de personnes. Et c'est vrai que certaines personnes, ben, voyaient quand même des saccadements assez forts. Ça, c'est que Hmm. quand le sujet bouge Oui, à l'intérieur exactement, oui. du viseur pour éviter ce côté un peu Oui, voilà. assuré La du fluidité de mouvement, l'image. quoi. C'est la fluidité de l'image, Ouais. c'est ça, ouais. Oui, ou selon le type d'éclairage aussi, il pouvait y Ah, avoir bien sûr. Des des scintillements. problèmes de banding, Ouais. Voilà. de flickering, etc. Donc ça se manifestait. Les passages noirs aussi, les petits lags qu'on pouvait avoir en mode rafale notamment. Ah, c'est ça le fameux Et puis, blackout dont on absolument, entend voilà. parler très régulièrement, quoi. absolument, qui a réduit totalement le global shutter et l'Alpha 9 III C'est de ça. Sony. Mm. Donc depuis, effectivement, qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Et puis la montée du bruit en haute sensibilité aussi, Ouais. qui pouvait être vraiment gênante sur les premières générations, parce que là, on savait plus trop ce qu'on voyait, ce qu'on photographiait. C'est ça, mais les premières générations, en fait, n'étaient pas fidèles. Et de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que le but des nouveaux viseurs, c'est d'apporter un maximum de fidélité. Et justement, ben, en fait, on le voit avec le A9 III, on le voit avec le dernier SAR2 et on le voit avec le Nikon Z6 III et bon, le 8 et tout ça. C'est qu'on veut maintenant des viseurs qui se rapprochent réellement. Enfin, ils s'inspirent justement de l'ancien viseur, justement, du viseur optique. Avec même des fonctions de simulateur de visée réflexe, qui Ah ouais. moi, sont un petit peu moins convaincants, je trouve, J'ai pas dans ces regardé. boîtiers-là. Bah, écoute, fais l'expérience quand tu peux. Bon, Non, je regarderai, ok, à voir. Mais, et justement, de toute façon, le but de ces viseurs-là, c'est de s'approcher justement de plus en plus, de retrouver ce côté ancien. Bon. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des photographes pour qui le viseur électronique peut faire peur et représente toujours un obstacle infranchissable? Eh ben, c'est la question qu'on a posée à Marie Courtel de la boutique Miss Numérique. On l'écoute. Alors aujourd'hui, la majorité des clients ne sont pas réfractaires à l'hybride parce qu'effectivement, c'est l'avancée technologique des viseurs électroniques a vraiment amélioré le confort, mais il reste encore une minorité de réfractaires dans notre clientèle. Généralement, ils ont beaucoup d'a priori. C'est parce que justement, ils sont restés sur les expériences des premières générations de viseurs électroniques qui manquaient de définition, qui n'étaient pas confortables en termes de visée, où il y avait une latence dans la visualisation. Donc toute cette expérience des premiers hybrides qui effectivement n'étaient pas très bons en termes de visée électronique, du coup fait qu'ils ont encore tous ces a priori. Il y a beaucoup de clients également qui
part du principe que comme ils ne voient pas la réalité, contrairement à un viseur optique, ce n'est plus réellement, de la photo comme ils le faisaient auparavant. Il y en a de moins en moins parce que en fait, la seule chose et la seule réponse qu'on est capable de leur apporter, c'est de leur faire tester le matériel. En magasin, le gros avantage, c'est qu'on peut tester. Donc quand on a des réticences sur, les qualités du viseur, le mieux, c'est de mettre son œil dedans. Nous, on permet à nos clients de tester. On a des boîtiers qui peuvent être également empruntés. Donc, et dans tous les cas, dans le magasin, on peut vraiment tester le matériel pour être sûr de ce qu'on achète. Très honnêtement, aujourd'hui, dans notre magasin, quand les clients mettent leur œil dans une visée, quelle que soit la marque, quelle que soit la gamme, sont souvent agréablement surpris. Il y a un gros travail qui a été fait ces dernières années, les viseurs électroniques sont bien meilleurs, ils sont beaucoup plus confortables en termes d'utilisation et ça apporte un gain et des possibilités lors de la prise de vue qui sont indéniables. Et en fait, c'est par le test que les clients se rendent compte que finalement, de passer de la visée optique à la visée électronique n'est pas un gap si important. Il ne faut pas sous-estimer malheureusement le temps où notre cerveau va avoir l'habitude d'imaginer la visée optique. Donc, il y a un petit temps d'adaptation où le client va dire: «Ah oui, effectivement, c'est pas la même chose que ce que je voyais dans mon précédent appareil». Mais au fur et à mesure, les clients s'y habituent et par expérience, nous, on n'a pas de clients qui sont revenus, à l'hybride, qui sont revenus, pardon, de l'hybride au réflexe à cause d'un problème sur la visée électronique. Tu es en phase, Mathieu, un peu avec cette analyse? Parce que nous, Hem, on a rencontré des photographes de renom qui ne veulent pas entendre parler de la visée électronique, hein, et qui bossent encore au réflexe. Sauf que je suis vraiment 100 en phase avec elle, hein. Et alors, encore là, samedi, j'ai fait un salon, et oui, on a eu, 3-4 personnes, bloquées sur cette histoire de viseur. Mais après, là où je la rejoins, de toute façon, il y en aura toujours, ça va durer longtemps. Quand tu tiens un magasin, là, on vend encore les premiers numériques à certaines personnes. Donc, de toute façon, c'est normal qu'on ait des personnes qui soient réfractaires, qui aient peur. Et je pense qu'au contraire, c'est très bien. Plus ils attendent, plus on est sûr de leur proposer un viseur avec une technologie, justement, aujourd'hui, pas irréprochable, mais Avec effet au plus, waouh, quoi. avec un effet waouh. Mais c'est pas grave. De toute façon, après, c'est qu'une question de confort, de prise de vue. Et je peux comprendre qu'ils ont peur de ne plus avoir ce ressenti. Mais en fait, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que le ressenti ne va être que amélioré. On est là pour avec les nouveaux viseurs électroniques, on est là justement pour essayer de penser encore à autre chose. Au lieu de toujours vérifier si l'expo est bonne, puis ah mais oui, j'ai un machin, donc la cellule, elle décale de 0,3 quand j'ai le soleil dans l'angle, machin. Ah non, Ouais, bah, la photo, quoi. ah mais oui. Mais justement, de toute façon, le but des appareils photo depuis toujours, c'était de s'améliorer dans le temps, Ouais, ouais. en performance, en utilisation. Et après, justement, si on veut faire des retours en arrière, de toute façon, on l'a sur le compact, le X100, la gamme des X100, on a quand même le viseur qui propose tout. On va en parler de celui-là. Jusqu'à présent. On verra ce qu'ils feront peut-être sur un Sur un futur prochain. X100 7 ou 7. alors un prochain GFX Mmh. qui semble arriver, si on en Mmh. croit toutes les rumeurs. Mais en tout cas, il symbolise à merveille ce côté un petit peu schizo, c'est-à-dire soit optique, soit électronique. Ouais. Mais moi, je repense au D780 de Nikon qui incarnait cette transition en fait. C'est-à-dire qu'on sentait le lent déclin des réflexes. Et sur le D780, qu'est-ce qu'a fait Nikon? Ils ont conservé une visée optique. Et en mode live view, on basculait, on avait un Z6. Donc en fait, on avait vraiment le meilleur des deux mondes, si on peut dire. Mais on sentait que Ouais, l'autofocus n'était pas parfait, on mais était. comme tu dis, c'était quand même Voilà. c'est le plus confort des Nikon. Oui, puis c'était pour montrer peut-être à un utilisateur de réflexe classique ce vers quoi il pouvait tendre en allant vers l'hybride. Et on pouvait avoir un aperçu des possibilités, des performances qui étaient bel et bien là. Donc Mmh. aujourd'hui, le marché des réflexes semble décliner quand même, on Ouais, va ouais. dire, sérieusement, Ouais, peut-être fortement, par ouais. Pentax. Donc bientôt, il n'y aura plus trop de choix en réalité. Oui, de toute façon, c'est comme va acheter un appareil photo argentique aujourd'hui, il va acheter une chambre photographique aujourd'hui. De toute façon, après, le marché évolue, on doit malheureusement des fois un petit peu suivre. Il y a toujours des marques qui vont nous proposer des alternatives, mais Un Leica M, si on veut la voilà, télémétrie, on va y exactement. venir aussi. Si on parle un peu des usages maintenant, et surtout des nouveaux usages qui ont été rendus possibles avec le développement de cette technologie de la visée électronique. Alors, on a déjà évoqué
le côté en temps réel, what you see is what you get, hein, Benjamin, parle en américain maintenant. Ce qu'on voit et ce qu'on obtient. Merci. Il y a un truc aussi qui a été un peu game changer avec la visée électronique. C'est Tu peux caser banger aussi, s'il te plaît. ça Ouais. viendra un peu plus tard dans l'émission. C'est la mise au point manuelle. Et justement, cette possibilité avec les hybrides, avec ce tout petit tirage mécanique, d'objectivement pouvoir monter n'importe quel type d'objectif dessus, moyennant l'utilisation de bacs d'adaptation, et la visée électronique avec les aides autofocus, elle rend l'utilisation de ces optiques hyper ludique, hyper facile. Beaucoup plus ludique, beaucoup plus facile, parce qu'on va avoir les effets de zooming. L'effet de zooming, en plus, on va pouvoir l'avoir où on veut dans l'image. Donc, ça veut dire que en macro, tu n'es plus obligé de tourner ton appareil, faire la mise au point sur ton sujet, bouger ton cadrage, au risque que la mise au point soit pas bonne. Et donc, tu peux faire ton cadrage, aller chercher l'endroit de ta netteté, faire la mise au point. Et rien que pour ça, déjà, ça, c'est extrêmement confortable avec le viseur électronique, mais ça, c'est même plus l'hybride, de toute façon, en Mais général. c'est lié en fait tout Oui, ça. de toute façon, c'est Et lié, le voilà. picking aussi. Et le bien picking, sûr, le focus picking, c'est un outil quand même extrêmement impressionnant. Ça prend pas très très longtemps à maîtriser. Il ne faut pas forcément des années d'études et d'expérience photographique pour pouvoir utiliser focus picking. Et de toute façon, c'est un confort de mise au point qui est quand même beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Et ça, il n'y a que le viseur électronique qui nous offre cette expérience-là. Et focus picking bien plus fiable qu'au début, qu'il y a quelques années. Oui. Ça, c'est important aussi. Des Mais, progrès qui ont été réalisés à ce niveau-là. Même si moi, je suis assez fan de l'utilisation d'optiques anciennes avec des bagues, etc. Ça dépend des bagues, j'ai envie de dire quand même. Attention, il y a des bagues plus imposantes que d'autres aussi. Et parfois, ça fait augmenter l'encombrement du matériel. Quand on recherche la compacité, enfin voilà, c'est un autre débat. Mais il faut mettre des petites nuances quand même, là aussi. Et puis, on peut aussi dire un mot sur la possibilité, avec un viseur électronique, c'est d'afficher des informations à l'image qu'on ne pouvait pas afficher du temps du réflexe. Notamment des repères, des cadres, des Bah, tout ça. éléments qui permettent de construire. Alors, certains boîtiers réflexes haut de gamme, je me rappelle, le permettaient, mais bon, on n'avait pas non plus une On pouvait souplesse. changer de verre, on pouvait changer le ouais, dépolis voilà, c'est sur les ça. réflexes, mais c'était une opération physique. Mais là, c'est puis, quand même changer le verre, hyper c'était pratique, quoi. Oui, et puis changer le verre, c'était pour la visée, enfin, c'était pour le confort des myopes, des astigmates, etc. Et encore après, on pouvait même changer le dépoli pour avoir des Pour avoir du quadrillages cadrage. et Voilà, des c'est ça. informations différentes. Mais si, en plus, même Canon nous offre, et d'autres, mais je pense à Canon particulièrement pour utiliser souvent cette fonction-là, c'est quand même incroyable la personnalisation qu'on a viseur et écran, parce qu'en plus, on peut faire les réglages de viseur et réglages d'écran. Et quand on appuie sur Display, on peut choisir des displays spécifiques à l'écran et spécifiques au viseur, avec des quantités d'informations plus ou moins intéressantes. Oui, d'ailleurs, c'est important de parler de ça parce que ça peut décourager pas mal de gens. La première fois qu'ils mettent l'œil dans le viseur, ils se disent oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'infos, etc. Ça peut être paramétré comme tu le dis. On peut regretter parfois que même vraiment la plupart des marques l'enfouissent un peu dans les menus et que ce soit pas un des premiers trucs qu'on puisse paramétrer parce que c'est quand même hyper important, quoi, la visée. C'est-à-dire que Mais moins il y en a, plus on est en phase, en contact avec le sujet finalement. alors, il y a ça, puis le viseur électronique, il a quand même un détail qui est quand même tout bête. Alors, ça peut être choisi, imposé, ça peut être par des raccourcis ou quoi, mais de toute façon, aussi, vous déclenchez, vous avez immédiatement dans le viseur le rendu de l'image. Donc, on sait tout de suite si on s'est raté ou pas. Et surtout, vous pouvez aussi prendre la photo, enchaîner vos photos, appuyer sur lecture, comparer vite fait gauche à droite. En gardant l'œil dans le viseur, on garde une certaine efficacité. Et alors, ça, en vrai, on s'en rend pas compte parce que ce sont des gens qui sont quand même assez discrets. Et je vais pas citer le photographe justement qui fait ça, mais il y a des photographes qui font du people et du sport. Et donc, par exemple, ils sont à Roland-Garros, ils sont en train de photographier quelconque photographe, enfin quelconque. Nadal, Voilà, Nadal par exemple, Federer, etc. fini pour lui. Ils font les photos, mais surtout ils ont les yeux braqués dans le public. Absolument. Et là, bim, la célébrité. Ça vaut plus de thunes une photo Voilà. d'une resta à Roland-Garros qu'une photo d'un joueur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les photographes talentueux qui les voient, ils les photographient, clac, et avant, ils tiraient l'appareil, appuyaient sur lecture et envoyaient en gros la vedette du moment. Donc le problème, c'est qu'ils disaient aux petits collègues derrière, hey, tu m'as vu, j'ai levé en haut à gauche et donc il y a quelqu'un qui est là-bas qui est intéressant. Et en fait, maintenant, quand on a l'œil dans le viseur, clac, on prend la photo, on vérifie, pas de problème, et on repart. Et rien que pour ça, par contre, le viseur électronique a son petit avantage quand même. Ouais, j'y avais pas pensé à ça. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux viseurs électroniques actuels, modernes, et voir un peu quelles sont les
principaux critères, s'il y en a, à prendre en compte pour garantir, s'assurer qu'on va disposer de la visée la plus confortable et agréable possible à utiliser. C'est quoi les caractéristiques importantes, techniques, j'entends, d'un viseur électronique et en quoi, en termes d'usage et de sensation, elles se rapportent? Là, tout de suite, d'un point de vue technique, moi, je pense plus au ce qu'on appelle le rafraîchissement, cette fameuse hertz, justement, qui ne va si on n'a pas de saccadement pendant qu'on est en train de prendre la photo, pendant qu'on est en train de suivre son sujet, on n'est pas coupé de l'immersion. Les viseurs maintenant sont quand même très bons, donc même si on regarde un écran, on est quand même dans l'immersion parce qu'on vit un moment. Quand on bouge à gauche, ça va à gauche, etc. Si déjà il n'y a pas de, si l'image reste fluide, si quand je déclenche, je retourne tout de suite à l'action, si on n'a pas justement ces fameux blackouts, pour moi, ça reste quand même des détails importants parce qu'on reste toujours immergé en train de faire sa photographie. Et donc, il faut quoi comme caractéristique à ce niveau-là, idéalement? Il faut prendre des capteurs, enfin des viseurs qui vont avoir une certaine fréquence hertzienne. Donc, de toute façon, là, j'en reviens au témoignage tout à l'heure de Madame Miss Numérique. Il faut aller en magasin pour les tester parce que il va y avoir des viseurs à 100 Hz et puis, ben, il y en a qui vont dire ah, mais 100 Hz, ça me va très bien, je vois très, très, très bien. Et il y en a qui vont dire mais non, mais là, je vois un saccadement, je vois quelque chose. Alors, en magasin, tester dans le magasin, c'est pas mal. Tester aussi en extérieur, parce que dans le magasin, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir un problème d'éclairage interne qui fait que vous voyez justement bah, l'éclairage artificiel qui fait une espèce de scintillement, une espèce de balayement. Mais justement, après, plus on va essayer de monter dans les hertz, plus ça va être intéressant. Alors, Et faire l'essai en obturation mécanique et en obturation électronique. oui, Ça, c'est important aussi. sur les deux, ça va être très important. Après, attention à la com. Alors après, selon les scientifiques, dès qu'on dépasse 240 Hz, l'œil humain voit. Enfin, déjà dépasser 120, l'œil humain Déjà, voit plus beaucoup de différence. 240, au-delà de 240, on ne trouve pas de boîtier qui propose un Il y a, viseur électronique au-delà de L'OM1, 240 images par seconde, il me semble, hein. c'est l'OM1.2 qui monte pas au-dessus de 240. Enfin, je me Ah, souviens c'est plus, possible, peut-être. c'est possible. Peut-être, Dans le petit listing que j'avais fait, j'avais noté le Alpha One Mark II Ouais. qui montait à 240 images par seconde. Oui, Bah, ce mais qui est la déjà bien. plupart du temps, pour le commun des mortels, on est entre 60 et 120. Voilà. C'est ça. Et en tout cas, sur les boîtiers les plus véloces au niveau de cette fréquence de rafraîchissement, on a aussi souvent la possibilité de réduire la cadence, par exemple de passer de 120 Hz à 60 Hz ou de 240 Hz à 120 Hz, parce que ça permet d'économiser un peu la batterie. Donc, effectivement, quand on fait du portrait posé, on n'a pas forcément besoin d'un taux de rafraîchissement ultra dingue, donc on peut améliorer l'autonomie de son appareil. Et au passage, là, tu cites un point qui est fondamental aussi, qui peut quand même être encore une pierre dans le jardin des viseurs électroniques, c'est l'autonomie. Parce que quand tu passes d'un réflexe qui peut t'assurer peut-être 800 vues, comme un D850, et tu passes sur un Z8 ou tu passes sur un R5 Mark II ou tous ces boîtiers qui sont de formidables outils à la fois photo et vidéo, tu as quand même la surprise au départ de bloquer un petit peu au niveau du compteur. C'est-à-dire que tu passes de peut-être moitié moins, hein, tu vas passer de 800 à 400 vues, quoi, selon l'utilisation. C'est pas lié que au viseur, enfin, Pas que. C'est un spectre de facteurs aggravants de l'hybride qui consomme plus, quoi. Clairement. Les modes rafale sont délirants, on va à 30, 40 images. Il y a plein de facteurs, la vidéo 8K, enfin, il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Je dis juste qu'il faut quand même en avoir un petit peu conscience. Donc après, il y a des moyens de recharge direct en USB pendant qu'on est sur le terrain qui permettent aussi d'y pallier, d'y remédier, c'est pas la question. Mais la visée électronique est quand même très énergivore par rapport à la visée réflexe. Cela va sans dire. Plus on va arriver dans des viseurs performants, qualitatifs, qui vont nous faire refléter la réalité, plus ils vont être un problème. Et justement, arrivera un jour où de toute façon le viseur sera plus consommateur que l'écran. Et justement, je me posais la question, toi, est-ce qu'en magasin, des gens viennent et se posent la question, ils cherchent, est-ce que la définition est importante à leurs yeux? Est-ce qu'ils viennent et ils te disent, j'aimerais un viseur de 5 millions de points, ou alors tel appareil à 3,68, pourquoi il a que ça? C'est pas comme ça qu'ils viennent. Par exemple, pour le G6 III, les gens sont venus, ils me disent, on m'a parlé de l'appareil, surtout pour son viseur. Donc là, ils essayent le viseur. Ou par exemple, on va essayer d'avoir des comparaisons où par exemple quelqu'un va me dire bah tiens, j'hésite entre le 7C2 et la facette 4. Bon, moi je dis bah attendez,
Est-ce que vous utilisez le viseur? Oui. Ah, voilà, alors la 7C2, bah, essayez le viseur. Je le trouve pas terrible. À vous aussi de faire votre exigence, on va dire. Mhm. Ça va plus être comme ça. Mais non, je vais peut-être en avoir un ou deux dans l'année qui va commencer par être très technique sur le viseur, mais ça sera un court point de la conversation. De toute façon, on met l'œil dedans et on voit si ça match ou pas, en fait. De toute façon, vis-à-vis de cette histoire de définition et de technologie, la majorité des viseurs maintenant sont basés sur des dalles OLED. Mm. Le plus haut de gamme que j'ai pu retrouver, mais vous allez peut-être me contredire une nouvelle fois, c'est un modèle de 9,44 millions de pixels de définition qu'on retrouve par exemple sur le Alpha One Mark II de chez Sony. C'est une dalle qui fait 0,64 pouces et a priori, en tout cas c'est les mêmes caractéristiques sur le GFX 102 et sur des boîtiers on va dire d'une gamme un peu en dessous. On est sur des modèles à 5,76 millions de pixels et une dalle de 0,5 pouces. Grosso modo, Oui. c'est à peu Ouais, près. c'est déjà énorme, en 5 millions. C'est vrai que quand on essaye après un A1 ou le GFX 100, c'est sûr que là, on voit la différence. Elle n'est pas invisible. Mais après, bon. On la voit, mais elle n'est pas si béante. Enfin, à titre personnel, je ne la trouve pas si béante que ça, par exemple, par rapport au viseur de 3,68 millions de points d'un Nikon Z8. Ah ouais. On peut se dire, tiens, c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a d'autres critères qui entrent en ligne de mire, quoi, notamment l'intensité lumineuse, etc. Enfin, en tout cas, ça confirme ce que tu disais, Mathieu, ce qu'on dit souvent d'ailleurs à ces micros, c'est aller en magasin, essayer. Essayez-les vraiment, parce que ce qui va convenir à l'un ne conviendra pas forcément à l'autre, si vous êtes porteur de lunettes ou non. Enfin, il y a d'autres critères. Et là, je te passe la balle. On y vient justement parce que parmi les autres paramètres d'un viseur électronique, donc là on a parlé de fréquence, on a parlé de définition, on a parlé de technologie et de taille de dalle. Il y a deux données qui étaient vachement mises en avant aussi à l'époque des réflexes. Alors si on met à part évidemment la différence de technologie entre le pentaprisme et le pentamiroir, mis ça à part, il y avait deux données qui étaient importantes. Il y avait le grossissement du viseur. Plus ce grossissement se rapproche de 1, plus le viseur est large et grand et confortable à utiliser. Il y avait la notion aussi de dégagement oculaire. Et ces deux données, on les retrouve aussi dans les caractéristiques d'un viseur électronique. Il y avait aussi la couverture du champ à l'époque des réflexes. La couverture du champ. Oui, alors là, pour le coup, c'est 100% pour tout le monde. 100%. Maintenant, il n'y a plus de jaloux. À l'époque, sûr. c'était important. Ce dégagement oculaire, comment on peut l'analyser, ce truc-là? En général, le dégagement oculaire, donc, c'est la mesure qu'on va prendre entre la pupille de l'œil et le centre oculaire du viseur, en fait. Donc, c'est ça, parfois 22 mm, 23 mm, etc. C'est une donnée en général à laquelle les porteurs de lunettes sont très sensibles, parce que du coup, il va falloir impacter l'écart supplémentaire des lunettes, en fait, de l'armature par rapport à cette donnée-là pour apercevoir l'intégralité des informations et du cadre contenu dans le viseur. On est encore sur des histoires de confort, en fait, là, tout simplement, quoi. Absolument, oui. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des caractéristiques physiques d'un viseur. Alors après, il peut y avoir les caractéristiques software, pour le coup. On a évoqué, tu as évoqué l'importance du réglage de la luminosité, la finesse de la reproduction des couleurs. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que même quand on parle d'un viseur électronique, on parle aussi un peu d'une certaine façon d'optique, puisque devant cette dalle OLED, devant ce petit écran, est positionné une série de lentilles et que la qualité de ces lentilles, de leur traitement et le savoir-faire évidemment des constructeurs en la matière a un rôle fondamental. J'en rajouterais juste un tout petit truc, ayant fait l'expérience avec quelqu'un qui n'était pas familier des appareils photo pas plus tard que le week-end dernier. N'oubliez pas de régler la dioptrie de votre viseur. Si vous avez pour la première fois un hybride, sur le côté, une petite molette en général, ou sur le dessus, ou dessous, même parfois, qui vous permettra en fait de voir les informations nettes, en fait. Tout bêtement. Si vous les voyez floues, c'est qu'il faut ajuster et puis ça permet la dioptrie. aux porteurs de lunettes qui n'ont pas des myopies non plus trop vénères de pouvoir faire de la photo sans leurs lunettes. Et ce correcteur dioptrique joue sur ces fameuses lentilles
uniquement. C'est quelque chose de mécanique. Si. Et puis j'invite les porteurs de lunettes à essayer de les enlever et justement régler le correcteur dioptrique. C'est hyper important pour le respect justement de la colorimétrie. Parce qu'en fait, de toute façon, avec les lunettes, on a tellement de recul que des fois, on se fait avoir au niveau vraiment de la balance des blancs, en fait. Alors, des fois, c'est le viseur qui vous dit n'importe quoi, mais très souvent aussi, remettez-vous en question et justement, essayez de enlever vos lunettes, coller votre œil et vous verrez que des fois, c'est respecté. Alors, si vous ne voulez pas, après, il faut faire le cache-œil. Ça veut dire qu'il faut lâcher une main, cacher votre œil sur le côté, là où il y a la source de lumière, et vous allez voir que tout change. Bon. Maintenant, niveau ressenti et usage, moi j'ai la sensation, je ne vais pas citer de marque et de modèle d'appareil photo, mais que sur certains boîtiers, quand on regarde dans le viseur, on a une image qui est virtuellement extrêmement flatteuse, avec des couleurs très saturées, avec une dynamique exacerbée, proche presque du HDR, avec des noirs d'une profondeur totale, et que finalement, ne serait-ce que quand on regarde l'image qu'on a prise sur l'écran arrière de l'appareil, on n'a plus du tout la même sensation, et cet écart est tantôt plus fort quand on le regarde sur l'écran d'un ordinateur. Est-ce que les viseurs, ils n'ont pas tendance un peu à pimper la réalité et finalement le feeling du photographe au moment de la prise de vue? Je sais pas si c'est pimpé, mais en tout cas, c'est là où je te rejoins. On a maintenant de plus en plus des viseurs de plus en plus performants, de plus en plus précis. Alors, dans les modèles haut de gamme, il va falloir maintenant que ça se découle sur les entrées de gamme. Et je pense que le futur va être justement d'essayer d'avoir une harmonie parfaite entre viseur et écran, justement. Pour que justement on ait autant confiance l'un comme dans l'autre. Et là où je te rejoins, oui, le OLED, c'est sympa, mais le OLED, ça bouge complètement les noirs. Donc, à moins de bien connaître son appareil photo et se dire là c'est bouché, mais je peux récupérer. Et là, il y a vraiment besoin d'une nécessité de connaître son appareil photo et de connaître ses performances. Et de toute façon, ouais, il y a quand même une certaine dénaturation de la vision. Après, dans la pratique, pour éviter en tout cas les effets de sursaturation ou de surcontraste, on peut opter pour des styles d'image. Donc, c'est notamment Canon qui parle de style d'image, mais toutes les marques proposent différents types de simulation de film. Chez Fuji, par exemple, on peut opter pour quelque chose de plus neutre, voire un peu désaturé. Moi, c'est ce que je fais. En général, je prends les styles d'image en dessous du standard, qui vont même peut-être délaver un petit peu les couleurs. On n'est pas sur du flat, les vidéastes connaissent ça, mais vraiment éliminer un petit peu plus le contraste. Baisser le contraste, on peut le faire aussi. On peut régler le viseur, on peut régler le contraste du viseur. Oui. On peut rentrer dans ces détails-là. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à faire ça. Parce qu'effectivement, tu as raison, Arthur, par défaut, peut-être que l'image va être un petit peu trop clinquante, flatteuse, et va nous induire en erreur quant au résultat qu'on aimerait obtenir. Alors, si vous photographiez en RAW a fortiori, franchement, il n'y a pas trop de risque à faire ça. Non, si on veut mais garder bon. le JPEG direct, Ouais. il faut faire quelques essais, regarder ensuite, quand on ouvre l'image sur son écran, calibrer, cela va de soi, ce que ça donne. Et comme ça, on sera à l'abri de mauvaises surprises. Tous les appareils photo, on peut paramétrer le viseur et il faut juste aller dans le petit menu clé à molette. Tous les appareils Qui est bien photo. caché aussi souvent. Voilà, toutes ces Oui, choses-là qui sont quand même fondamentales ne sont pas Et puis alors, en plus, évidentes. il y a ceux qui vont appeler ça viseur, il y en a ceux qui vont appeler ça EVF, il y en a qui vont appeler Exactement. ça moniteur secondaire, il y en a qui vont changer les noms. Ça, c'est un peu dommage. Mais Et pour le si, paramétrer, pardon, mais ne le faites pas sur le LCD parce que non. on C'est œil dans le peut viseur. paramétrer le LCD et puis quand on va approcher l'œil du viseur, on va s'apercevoir ah bah oui, il faut que je paramètre le viseur en ayant l'œil collé au viseur. Enfin, ça paraît mais- tout bête, mais comme on est dans les Si, deux cas si. sur de la visée électronique, il faut dissocier les deux. Il faut paramétrer l'un puis l'autre. Je trouve qu'aujourd'hui, les LCD sont plus en plus fiables et très très fiables. À part après, vraiment dans les couleurs extrêmes ou en fonction de la pièce où vous allez être, forcément dans une salle de concert, là, vous allez avoir un peu du mal à juger parfaitement votre colorimétrie, mais en extérieur, je trouve que ça va. Mais oui, les viseurs vont devoir, avec le temps, essayer d'être le plus proche de la réalité possible. Et sinon, ça se calibre. On peut créer un profil aussi. On peut aller sur la color checker et puis calibrer son viseur. Mais là, c'est encore un autre stade. Oui, il faut faire les sauvegardes de système. Et puis toujours dans cette thématique de l'usage et du ressenti, le viseur électronique, notamment avec les nouvelles technologies de capteurs et d'obturation, l'obturation électronique, voire même le global shutter, comme on l'a
l'Alpha 9 Mark III avec cette fameuse garantie séquence rafale, garantie absolument sans blackout. En fait, on a quand même une perte de repères. Alors, je ne veux pas faire mon vieux con et revenir à l'époque de l'argentique, où déjà on avait les repères sonores avec la montée du miroir, l'ouverture et la fermeture de l'obturateur et ce micro blackout, mais qui avait aussi cette capacité à rythmer finalement une séquence de prise de vue en rafale. Euh, En obturation mécanique, on l'a encore un petit peu, ça, avec un hybride. Mais si on veut aller taper les plus belles performances en rafale possible, il faut se mettre en visée électronique. Et en global shutter, sans blackout, on n'a plus aucun repère. En fait, on pense comme en vidéo. C'est un peu déstabilisant, moi, je trouve. Alors, c'est pas tout à fait exact. Et du coup, t'es pas vieux con quand tu dis ça, parce que figure-toi que même sur l'Alpha 9.3, tu peux simuler ces petits bruits de déclenchement. Tu peux faire appel Oui. à des fonctions sonores pour justement avoir ce repère-là, parce qu'effectivement, c'est très déstabilisant de shooter à des rafales délirantes en voyant comme ça les images qui défilent. D'ailleurs, à la fin, ça crée une séquence dans laquelle on va extraire des images. Donc, on peut toujours faire appel à des petits artifices pour avoir l'illusion qu'on photographie encore image par image. Et puis moi, j'apprécie beaucoup ça. On perd, alors, sans se mettre en rafale justement, mais en fait, on ne perd plus le fil de ce qu'on est en train de regarder dans le viseur. Enfin, après, alors, je conseille justement de, par moment, savoir quand il faut mettre dans le viseur l'affichage de la photo une fois qu'on a réussi, et savoir des fois le désactiver. Et quand on enlève ça, qu'on couple avec justement un obturateur 100% électronique et un bon autofocus qui suit, on n'a pas besoin de mettre souvent une rafale, et au moins on est toujours dans le suivi de ce qu'on est en train de voir. En cas de concert, on voit toujours le chanteur, le batteur bouger. On peut changer de réactivité, alors là c'est exemple du concert, mais sans même parler de sport, même juste vous êtes en train de prendre vos enfants en photo, c'est pratique de toujours bien avoir le suivi, toujours d'être dans l'instant présent. C'est pour ça que je trouve que ce viseur permet d'aller encore plus loin dans la photo, où avant, ouais, on avait ce petit blackout. Ouais, ça a son charme de l'époque. On avait même pendant un temps le blackout de l'enregistrement, souvenez-vous des appareils photo à disquette. Là, justement, pas de blackout, on prend la photo, paf, elle est enregistrée, on n'a pas de ralentissement, on est toujours dans le feu de l'action. Et même quand on n'est pas en rafale, on peut justement se dire, tiens, je prends une photo, oh, mais ma photo était bien, mais là, l'expression est encore mieux, paf, on réenchaîne. Bon. Au niveau des technologies embarquées dans le viseur électronique, Canon va plus loin que les autres constructeurs et propose, sur certains de ses appareils, le pilotage de l'autofocus à l'œil. Loin d'être une nouveauté, cette technologie est implémentée dans les boîtiers ultra haut de gamme de la marque, comme le R3, le R1 et le R5 Mark II. On écoute Jackie Carré, chef de gamme produits photo chez Canon France, nous en parler. Oui, alors la première fois qu'on a lancé le pilotage AF par l'œil, quelque part, le nom français, c'était en 92. On l'a sorti sur l'EOS 5. Et l'EOS 5, à l'époque, il y avait 5 collimateurs. Et ensuite, on l'a réutilisé sur l'EOS 50E et l'EOS 3. Donc, c'était vraiment des produits experts, semi-pro. L'EOS 5, c'était quand même un produit très sympa. Et ça a été utilisé, on va dire, par les experts. Mais quand on est passé sur l'EOS 3, on s'est aperçu que les professionnels n'ont pas vraiment utilisé l'outil. Et il n'était pas encore, pour moi, assez abouti. Parce qu'à l'époque, on regardait des collimateurs et ils clignotaient. Donc, c'était assez limité dans l'usage. Sur les OCR1, c'est un peu différent puisque là, on a carrément un retour. Donc, on voit ce qu'on regarde. On a un réticule. Donc, la visée électronique et le pilotage par l'œil devient vraiment le prolongement de l'œil du photographe. C'est pas du tout un gadget. Et quand c'est utilisé de façon très précise et régulièrement, c'est très précis et ça va beaucoup plus vite que le doigt qui est sur un joystick ou même le tactile. C'est là votre œil, vous regardez, vous déclenchez et vous accrochez le sujet. Et c'est associé donc au dual pixel, donc en plus au deep learning. Donc vous avez vraiment choisir le sujet et vous le verrouillez avec votre œil. Mais par contre, c'est pas si vous regardez quelque chose qui rentre dans le champ, il faut toujours le valider avec un doigt, quelque chose comme ça, sinon ce serait trop sensible, puisque dès qu'on a quelque chose qui rentre dans le champ, on le regarde. Donc à chaque fois, il faut quand même le valider par une pression sur le déclencheur ou sur un bouton. Alors il y a des petits émetteurs infrarouges qui émettent donc un petit signal très très léger et qui est réfléchi par la pupille. Ça revient dans la visée et là on a un miroir dichroïque qui transfère les
les rayons infrarouges sur un capteur et on va détecter la position de la pupille. Et on va donc associer cette position à un endroit qu'on regarde dans la visée. Et on va donc pouvoir choisir l'élément comme ça. Et derrière, en regardant donc cette chose-là, comme quand il y a un sujet détecté, eh ben, il associe automatiquement votre pupille au sujet détecté. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu, de cette technologie? C'est vraiment une grosse valeur ajoutée, là. Technologie qui est exclusive à Canon, hein. Grosse, non. C'est un outil confort, encore une fois. Après, elle est trop ciblée pour certaines personnes. Nous, au magasin, on est 4, 2 porteurs de lunettes, 2 non porteurs de lunettes. Les 2 non porteurs de lunettes ont eu une calibration nickel. Et mon vendeur, qui a une correction de lunettes très différente de la mienne, dans le sens beaucoup plus léger, lui encore, il avait un calibrage qui était plutôt fonctionnel, même s'il voyait que par moments, ça répondait pas avec perfection. Avec moi, j'ai beau C'est faire marrant. toutes les calibrations, la correction de mes yeux fait que ça rentre pas en compte. Après, mais ça reste toujours un bon outil. Est-ce qu'il est de là indispensable? Je n'en suis pas 100% convaincu. Après, je pense qu'il y a certains domaines de photographie sportive ou reportage où ça doit quand même bien dépanner, bien aider. Et par contre, ce que j'apprécie, c'est que justement dans le R5 Mark II, on a un bouton rapide natif pour l'activer et le désactiver. Exactement. Ça, Et c'est moi, quand je même très serais confort. beaucoup plus emphatique que toi pour l'avoir testé à la fois sur le R3 et le R5 Mark II. Mhm. Alors, le R1, évidemment, mais bon, un appareil qui est vraiment ciblé professionnel. Et Ouais. j'ai beaucoup, beaucoup apprécié sur le R5 Mark II. Alors, en l'ayant au préalable bien paramétré, bien calibré, ça, c'est l'étape Mhm. fondamentale, effectivement. Et quand le calibrage fonctionne, sur des sports collectifs, basket, foot, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Indispensable, comme tu l'as dit, non. Je suis d'accord avec Mhm. toi. Indispensable, ça ne l'est pas, hein. Mais une fois qu'on commence à le maîtriser, on s'y habitue. On s'y habitue et puis je me suis surpris à l'apprécier et peut-être même à en faire un des arguments principaux du R5.2. Enfin, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien. Mais C'était fiable. de toute façon, je vais te croire parce que pour avoir joué et avoir fait quelques pellicules avec justement un 50E en Canon, ben, je l'utilisais en permanence, en fait. Alors, il n'y avait que 3 collimateurs dans le 50E. Jackie parlait de l'autre avec ses 5 collimateurs, mais le 50E, c'est 3. C'est gauche, droite, milieu. Ben, en fait, c'est débile, mais ça marche super bien. Là, il n'y avait pas besoin de faire de calibrage. On regarde à gauche, ça fait un point à gauche. Et là, par contre, je te crois dans ce que tu dis dans le 5, parce que justement, avec un argentique avec que 3 collimateurs, je l'utilisais en permanence. L'expérience de l'autofocus dans les viseurs électroniques, elle est un peu spéciale. J'ai eu l'opportunité, là, il n'y a pas très longtemps, de prendre en main le Lumix S1R Mark II. Et alors, c'est vrai que la première fois, quand on met l'œil dans le viseur, qu'on s'est mis en autofocus continu, qu'on a activé les reconnaissances et suivi de sujet, on regarde là-dedans, il se passe plein de trucs sur l'image. On a un peu la sensation d'être dans un cockpit, d'avion de chasse. Alors, je sais que tout ça, on peut les enlever, hein, tous ces repères, tous ces trucs, mais waouh, non, la première fois, tu dis, ah ouais, attends, c'est sérieux, c'est futuriste, ce truc-là, mais c'est un peu au détriment de la pureté du cadrage et de la sensation de cadrage, quoi, tout simplement. Là, il y a deux choses, je dirais. D'une part, tu peux épurer le cadre, Ouais, on enfin peut. toutes les informations en appuyant sur la touche DISP en général, hein, sur Ouais. les boîtiers. Mm. Communément, on peut dire ça en appuyant plusieurs fois. Et on peut paramétrer tout ça, on l'a dit, et c'est important. Donc on peut limite avoir un cadre presque vierge, hein, si on le souhaite. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est apprivoiser le système autofocus du boîtier qu'on utilise. Et ça, c'est fondamental, et ça change d'une marque à l'autre. Les habitudes vont pas être les mêmes. Les boutons accessibles pour passer d'un mode AFS à AFC, pour passer d'un mode de détection des humains au mode de détection des animaux, au mode de détection de la moto, de l'avion, de la voiture. Tout ça, il faut que ce soit fait en un clin d'œil. Si on maîtrise pas tout ça, ça va être une confusion totale. Et on dédiera une émission sur le paramétrage autofocus dans quelques Il semaines y a tellement à de dire. cette saison 10 du podcast. Et puis à la fin, c'est surtout pour qu'on se simplifie la vie finalement et qu'on se concentre sur ce qui fait le sel de la photo, c'est-à-dire la lumière et le cadrage. Allez, si on se projette un peu dans le futur et dans les délires, quel type de fonctionnalité, Mathieu, on pourrait concevoir, imaginer, rêver
à l'intérieur du viseur. Donc là, on a déjà le pilotage autofocus par œil, le live preview. Est-ce que tu crois qu'on pourrait imaginer le déclenchement à l'œil? Je ne sais pas comment, mais est-ce qu'on pourrait déclencher avec l'œil? Est-ce que ça aurait du sens? Je pense que ça n'a pas de sens de déclencher par l'œil. Tu vois, là, même là, je réfléchis, mais après, ça veut dire qu'il faudrait que tu changes ton œil. Donc déjà, il faudrait que tu perdes ta concentration. Je vois pas. Bah non, mais cligner des yeux. Cligner des yeux, j'ose même pas imaginer. Ou faire un code avec l'œil. Non, tu vois, je sens pas. De toute façon, dans l'avenir pour le viseur, mis à part toujours aller dans plus en plus de réalisme, plus en plus de confort, plus en plus. Enfin, si, après, est-ce qu'il va pas y avoir des viseurs légèrement incurvés pour qu'on ait l'impression une immersion encore plus importante? Est-ce que l'avenir du viseur, ce sera pas justement, comme tu as dit, proposer que dans le revenir au réflexe, dans le sens, on a l'image au milieu, les réglages sur les bords, et à minimiser les réglages Sur l'image? sur l'image, ça sera peut-être ça, peut-être l'avenir, on va dire. Oui, puis il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer qui ont existé dans un passé pas si lointain. Ah, Je pense au Lumix GX8 ou GX9 où le viseur pouvait être relevé, incliné. en fait. En Et on mode pouvait- sportif. Ou façon réflexe, Ouais, c'est c'est-à-dire génial, que là, ça. on vise un Ouais. petit peu par le dessus. C'est encore, ce qui peut être encore moins intimidant pour le sujet parce que du coup, on le regarde vraiment pas. On a vraiment la concentration qui va vers le bas et vers le viseur. J'aime bien, moi, ces Alors. techniques de cadrage-là un petit peu. Par contre, différent. moi, ce que je rêve de retour, c'est le retour du hors-champ. Parce que ça, On va je en parler. suis. Ah ouais, parce que ça, c'est l'amour du hors-champ. Ouais. Ça aussi, on pourrait faire une émission totale sur le hors-champ. Ah, Bref, mais on va y oui. venir. On va y venir. Justement, du coup, on va parler un peu des alternatives qui existent au désormais traditionnel Electronic Viewfinder. Sur certains de ces appareils, Fujifilm propose une solution originale de viseur hybride qui tente de concilier les deux mondes, celui de la visée optique et celui de la visée électronique. On écoute Jules Azeli, expert technique et formateur Fujifilm France, nous en parler. C'est effectivement ces deux lignes d'appareils photo dans la gamme X, que sont la gamme X100 et X Pro, qui intègrent en fait un double viseur. C'est-à-dire que vous avez le choix d'alterner en permanence entre un viseur optique type télémétrique et un viseur numérique comme on le connaît dans un appareil photo hybride classique. En termes d'usage, principalement, ça va vous permettre, le viseur optique va vous permettre d'avoir votre cadre dessiné à l'intérieur à l'intérieur du viseur et du coup d'anticiper en fait ce qui va rentrer dans votre champ et ce qui va en sortir, qui vous permet de vous concentrer beaucoup plus précisément sur votre composition et d'attendre exactement le bon instant pour déclencher. Alors aujourd'hui, on a un petit écran un tout petit bout d'écran qui vient se mettre en bas à droite de votre viseur, qui va vous donner un aperçu numérique de votre profondeur de champ, de votre exposition. Donc en fait, ce qui va vous permettre de garder les avantages du numérique en profitant du confort de l'optique. Et en même temps, et d'un autre côté, le viseur électronique, comme tous les viseurs électroniques, permet d'avoir une prévisualisation exacte de la photo finale qu'on va faire. Pour un amateur de la photo qui l'est depuis longtemps, ça va lui permettre de lui rappeler les appareils télémétriques argentiques qu'il a pu utiliser. Pour un jeune utilisateur, ça va lui permettre de découvrir ce que c'est qu'une visée optique. Étant donné que le réflexe est complètement en train de mourir, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir de moins en moins. Et je dirais de manière plus générale, pour un amateur de technique, c'est une merveille technologique et c'est sûrement un des éléments les plus complexes à installer dans un boîtier aujourd'hui pour Fujifilm. Donc c'est important pour nous de le garder et c'est aussi un objet de fascination en général. Benjamin, toi qui es l'heureux propriétaire d'un X105, est-ce que ce viseur hybride, déjà, est-ce que tu l'utilises et si oui, comment? Et est-ce que ça a fait partie des arguments forts qui t'ont séduit sur ce boîtier? Non. Moi, au début, j'ai même eu un X100S, donc la deuxième version du X100. Et très vite, j'ai abandonné l'option optique parce que bon, je ne la trouvais pas concluante. D'une part parce que l'optique apparaît dans le champ dès lors qu'on met un pare-soleil un petit peu plus proéminent aussi, ça gêne un petit peu la visée, tout bêtement. Et puis surtout parce qu'on en parle depuis le début de cette émission, au fur et à mesure des années et donc des générations de boîtiers, la visée électronique a progressé. Et si bien qu'aujourd'hui, elle est tellement bonne, notamment sur le X105, certainement encore un petit peu meilleure, quoique presque égale sur le X106, que ça ne me dérangerait pas, mais ça c'est très personnel, s'il n'y avait plus de visée optique
à l'intérieur du X105. Maintenant, comme le dit très bien Jules aussi, c'est intéressant pour les jeunes générations. Ça permet de se rendre compte aussi de ce que ça implique de viser de manière optique, on va dire, enfin de voir la réalité telle qu'elle est au travers du viseur, sans l'interprétation des couleurs qu'on va obtenir à la fin, en voyant le sujet entrer dans le champ avant qu'il entre dans la zone de cadrage. Tout ça est, ma foi, d'un point de vue didactique, plutôt intéressant. Donc pourquoi pas. Et puis bon, ça fait un argument marketing pour Fujifilm aussi. D'un point de vue nécessité, personnellement, la réponse, en tout cas, c'est non. C'est plutôt aujourd'hui visée électronique à 100%. Mathieu, gadget, cette fonctionnalité ou Eh ben, j'ai un X100F. Et non, et viseur optique quasiment en permanence. Ah, bah, on a les Ah deux ouais, mondes, c'est très cool. bien. Bah, il en faut. Non, parce qu'en fait, même sur le X106 qu'on commercialise, là, le viseur électronique, il est vraiment là en guise de témoignage. Et encore, il est là en guise de témoignage pour l'exposition. En colorimétrie, je trouve qu'il n'apporte absolument rien. Tout est dur, contrasté fort. En même temps, regardez comment c'est fabriqué. C'est déjà incroyable que dans un viseur optique, on ait un petit film d'écran numérique qui apparaît. C'est quand Oui. même génial. Oui, oui. Et Une option qui est après, fabuleuse, hein, en poussant le levier vers la alors, gauche, c'est je à crois. gauche, ouais, parce qu'en fait, quand vous le On levez fait vers la apparaître la petite droite, fenêtre. ouais, on fait apparaître une c'est petite fenêtre. c'est La génial. petite fenêtre, pareil, c'est magique. Vous avez le viseur optique, vous bougez votre collimateur. Dans la fenêtre, en bas, vous voyez vite fait si l'expo est pas trop mal, la netteté est bien faite. Pareil, c'est du témoignage, c'est pas fait pour la précision. C'est pour ça que sur le X100, je préfère vraiment, de temps en temps, justement, regarder l'écran, mettre la colorimétrie que je veux faire, mon noir et blanc, mon machin et tout. Et ensuite, j'utilise mon cadrage. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est parce que dans le cadrage, il y a le hors-champ. Bon. Ah oui, non, mais c'est Ça, intéressant. c'est- Et ça, j'ajouterais c'est juste, génial. parce que là, on parle d'un Fujifilm, c'est très spécifique, comme c'est l'unique marque sur laquelle je ne travaille qu'en JPEG avec Ouais. des simulations de films. Je cadre et je compose aussi en fonction des simulations de films à l'œuvre. Et Oui, donc, c'est bien sûr. c'est pour ça qu'en électronique aussi, j'apprécie le fait d'avoir déjà le rendu de couleurs tel que je le compose. Et si Ah, vous voulez entendre Benjamin parler de simulation de film en long, en large et en profondeur, rendez-vous mardi prochain pour une émission spéciale consacrée au sujet. mais je rejoins justement le problème d'avoir cette espèce d'optique ou ce pare-soleil qui dépasse sur le côté. Alors, justement, c'est quelque chose que j'ai jamais pu trop expérimenter, mais des appareils photo à visée comme ça, latérale, télémétrique, où justement on a des objectifs encore plus importants, ça doit être assez contraignant quand même pour Bah, le le X-Pro cadrage. 3, hein, typiquement, dès qu'on met Exactement, ouais. un 16 mm en 4 de chez Fuji, qui enfin, une merveilleuse optique, version WR, quand on va mettre le pare-soleil, tout de Mm. suite, ça va poser quand même des petits problèmes au niveau Du cadrage. de la visée et du cadrage. Ouais. C'est pour ça que ça se tient plus à des 35, des 50, enfin de l'objectif compact. Et, C'est très cohérent sur les X100, hein, cela dit. Là, pour le coup, ben, on c'est est- cohérent parce que, comme tu dis, de toute façon, en fait, quand on l'achète, on le voit à peine le viseur et le viseur, enfin, on voit à peine l'objectif et l'objectif cache un tout petit bout justement du cadrage qui est pas forcément très très importante. Bon. La visée optique, elle n'a pas dit son dernier mot. Et elle est toujours utilisée sur une typologie bien précise de boîtier, les fameux télémétriques, hein, sachant que le Fuji n'est pas vraiment un boîtier télémétrique, comme les Leica M ou encore le cocorico français Pixie. On vous propose d'écouter Sylvain Demange du SAV Leica France nous parler de cette fameuse visée télémétrique. La visée télémétrique, au sens où on l'entend actuellement avec les modèles actuels, elle est héritée du premier boîtier avec un télémètre intégré et couplé à la mise au point. Ça date de 1932 avec le Leica 2 dit Couplex. C'était le premier appareil photo à Leica avec un télémètre intégré directement dans le boîtier. Et ça a été rendu possible par Oscar Barnack, donc à cette époque-là. Et depuis, on l'a modernisé et c'est ce qu'on voit sur les boîtiers actuels. Sur le côté un petit peu légendaire, je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est peut-être le fait du viseur optique par lequel tu vois réellement l'instantanéité de ta photo. Comme c'est une visée optique, tu n'es pas perturbé par le déclenchement et la levée du miroir avec une visée réflexe, par exemple. Donc en fait, tu restes vraiment focus sur ce que tu vois à travers le viseur.
Ça, je pense que c'est primordial. La seconde chose, à mon sens, au niveau du cadrage, le fait d'avoir un hors-champ, par exemple avec un 35 millimètres, dans notre viseur télémétrique, tu vois autour du cadre ce qui se passe et ce qui va, par exemple, se déplacer, rentrer ou sortir dans le cadre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et je pense que ce sont les 2 éléments qui ont permis de rendre notre télémétrique, si fameux. Sans oublier évidemment la clarté, du télémètre, la possibilité en très basse lumière de pouvoir faire ta mise au point et de composer ton image. Enfin voilà, tout ça fait que c'est très confortable et vraiment très bien pensé. Enfin, pour moi, la visée télémétrique, c'est le système pour la photographie que j'aime et qui m'arrive aussi de pratiquer. La visée télémétrique, c'est vraiment parfait. Bon, c'est presque une philosophie de vie et de cadrage de travailler avec un boîtier télémétrique Mmh. en visée optique. C'est assez unique, quoi. Beh, c'est unique, c'est une question aussi d'anticipation. Il y a une mise au point enfin, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est il va falloir trouver son sujet, faire la mise au point, refaire le cadrage et encore, faut pas trop bouger, tu décales un petit peu la mise au point donc Les ouais, fous il y a furieux de l'hybride te parleront du prédéclenchement pour oui, bah, contrebalancer ça maintenant. ah oui, 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 c'est sûr. Oui, mais bon, il y a photo et photo, il faut un petit peu d'enjeu quand même de temps en temps. Mais non, mais après la visite mais de toute façon, on rejoint quand même toutes les visées justement optiques en général ont quand même cet énorme avantage, on est vraiment à fond dans le suivi et justement ça revient même à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que dans un viseur électronique, quand on n'a pas de blackout, c'est quand même pratique, on est toujours à fond dans son sujet. Ben là, en fait, là, on est dans des systèmes soit argentiques ou numériques, mais on n'a rien du tout qui nous empêche justement d'être déconcentré, d'être lâché justement de notre immersion, de notre suivi photographique. Ouais, puis c'est une super école, hein, la visite télémétrique. Ouais. J'ai appris avec un Leica CL, qu'on appelait le Leica du pauvre, mais donc le télémètre n'était pas assez précis, pas aussi précis qu'un M6 par exemple, ou Mmh. M6 TTL, mais notamment pour la photo en basse lumière, comme le dit Sylvain Demange, là où, bien que les hybrides soient de plus en plus performants, ils restent quand même parfois limités, surtout avec des optiques peu lumineuses. C'est une superbe école et petite parenthèse et clin d'œil à Fuji, on en parlait tout à l'heure, il y a des options de stigmomètre électronique dans certains boîtiers de la série X100. Mmh. Stigmomètre électronique est une technologie, une fonction de mise au point qui complète donc le focus picking et l'autofocus qui permet de superposer des plans comme on le fait avec un télémètre en fait. Donc ça Ok. permet de Mmh. s'amuser un petit peu. Mais c'est tout fake, du coup. Enfin, C'est numérique, c'est un numé- artifice numérique, Ouais. mais qui permet d'avoir en tout cas ce petit ressenti de ce que peut être, un petit aperçu, on va dire, de ce que peut être une visée télémétrique, mais qui n'aura évidemment aucun équivalent avec ce qu'on peut ressentir quand on utilise un Leica M et un Sumilux. Mais l'avantage après de tous ces systèmes de visée, quand même, on prend plus de temps, on analyse plus et on fait quand même. Enfin, comme on doit prendre son temps, en fait, de toute façon, on est obligé, on est contraint de cette prise de temps et de réflexion et de regarder justement tout bien ce qu'on fait. C'est vrai que c'est très bien nos nouveaux appareils photo où tout va vite, où ça va très vite, mais on a tendance à photographier plus rapidement, vite fait, tout et n'importe quoi. Les plus folles rumeurs qu'on peut lire sur Internet sur un potentiel Leica M12 font état de la disparition de la visée télémétrique au profit Oh là là. d'une visée 100% numérique. On y croit pas. Mais est-ce que ça aurait de l'intérêt déjà? C'est Sachant ça. qu'il y a des Leica Q, alors qui sont certes avec une optique fixe, hein, on peut pas la changer, mais qui sont déjà 100% électroniques. Ouais, non, mais après, c'est un changement de style, c'est une évolution. Après, si Leica veut aller dans ce choix, c'est leur choix. Mais après, je trouve ça vraiment un peu dommage là d'enlever une signature principale quand même d'un appareil photo. Moi, je mise sur une déclinaison en 2 versions d'un Oui, M12. c'est. Une version visée optique, télémétrique, et une version visée 100% électronique. Ok. Pour terminer, messieurs, Canon V1, Lumix S9, Sony ZV, Fuji XM5 et Sigma BF.
Qu'est-ce que ces appareils ont en commun? Le Ricoh GR. C'est-à-dire pas de viseur. Pas de viseur. Ouais. Enfin, pas de viseur. Ils ont un système de visée, bien entendu. Non, mais ils ont un écran, mais pas de viseur petit confortable pas de juste pour viseur son œil. à l'œil, comme on dit. Bon. Voilà. Ce sont des point and shoot, comme on disait. Est-ce temps. que c'est les prémices de la disparition, annoncée à terme des viseurs électroniques aussi, ou c'est simplement une passade ou une autre catégorie d'appareils en fait? À mes yeux, c'est juste une autre catégorie d'appareil photo et c'est pour gagner des conforts, pour gagner du design, pour justement, au lieu de mettre l'appareil photo X% plus cher parce qu'il y a un viseur, et on va mettre d'autres options, on va profiter de cette gain d'argent, d'énergie, d'énergie donnée au processeur, d'autonomie. Au contraire, je pense que c'est juste une autre catégorie d'appareil photo. Mais c'est vrai que du temps de l'argentique avant, il n'y avait pas forcément d'appareil photo sans viseur, mais de toute façon, la photo va évoluer et qui sait demain justement quelle sera la nouvelle norme. Oui, c'est une sorte de minimalisme de complément, on l'a dit tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir, pour parler du Sigma BF, quelqu'un qui aura un Lumix S5 ou qui aura un Leica SL, un boîtier en monturel, pourra trouver un complément minimaliste qui va à l'essentiel et mettre des optiques dessus et se photographier sans trop se poser de questions au quotidien. Bon, Mais et avoir une alternative au minimalisme du smartphone aussi. mais même pour aller plus loin encore, la plupart des appareils photo que tu as cités n'ont pas vraiment de poignée même. Un BF n'a pas de poignée, un FP n'a pas de poignée, S9 n'en a pas. Est-ce que l'avenir aussi, c'est juste nous vendre des cubes rectangulaires et après aller voir son fabricant préféré pour lui dire, tiens, je veux la poignée plus profonde, moins profonde, électronique, avec déclencheur séparé ou pas? Si ça se trouve, ce qui est marrant, c'est les marques nous vendent de moins en moins d'accessoires et ce sont des marques annexes qui vendent de plus en plus C'est vrai, d'accessoires. les repose-pouces, ce genre Voilà. de choses. C'est vrai. Alors, justement, et après, on en revient même à quelque chose que tu as dit au début, Arthur, c'est est-ce qu'on va pas justement acheter des viseurs bientôt à part, à côté? Est-ce que le viseur, on ne pourra pas le mettre sur le côté, sur le dessus, faire en sorte qu'il soit inclinable ou pas? On va après payer la qualité du viseur. Mais au moins, on achète un viseur et on le mettra sur le prochain peut-être. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Mathieu Lepage de la boutique Amara de La Roche-sur-Yon pour cette discussion autour de la construction d'un parc optique, pour cette discussion sur les viseurs électroniques. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Mathieu, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, en quoi le viseur électronique est finalement au cœur de la révolution de l'hybride? Il est au cœur parce qu'il va nous permettre de nous révéler une énorme partie de l'image avant le déclenchement et on sera moins frustré. On n'aura plus cet effet argentique à l'ancienne de je clique et qu'est-ce que ma photo va rendre. Sachant que je dis ça du temps de l'argentique, mais du temps du réflexe, on l'avait déjà, ce rendu. La moindre petite erreur technique, on n'a pas vu qu'on a mis une compensation d'expo, on n'a pas vu qu'on n'était pas sur son mode habituel, on déclenche, on commence à faire des photos et on est à côté de la plaque. Et là, le viseur électronique nous offre justement cette possibilité de beaucoup moins d'erreurs colorimétriques, netteté, exposition et autres. Mis à part ça, quel type de nouvelles fonctionnalités et nouveaux usages un viseur électronique permet comparé à une visée optique plus conventionnelle, réflexe ou télémétrique? Ça reste principalement sur de l'efficacité, hein. Avant, on avait quand même l'appréciation énorme du viseur, enfin, de la qualité optique. On voyait quand même beaucoup mieux ce qu'on faisait. Maintenant, après, les prochaines innovations vont être justement que sur le confort et maximiser le réalisme de ce qu'on est en train de voir. Et la fluidité peut-être, hein, la fluidité, la vitesse, la cadence, c'est tout ça en fait qui désormais paraît plus abouti à la fois en photo et en vidéo. On n'a pas énormément parlé, mais il existe des vidéastes qui aiment viser à hauteur d'œil. Alors peut-être que c'est plus rare, mais ça reste pas mal dans des conditions de très très forte luminosité.
on peut recourir à cela. Et j'ajouterais même que en termes d'autofocus, ou plutôt de manuel focus, les viseurs électroniques ont ouvert un peu la boîte de Pandore et permettent d'utiliser n'importe quel type d'optique, aussi vintage qu'elle soit, qu'on peut mécaniquement monter sur n'importe quel hybride et exploiter de manière très ludique, très simple, très rapide, très efficace, avec les assistants numériques à mise au point manuel que sont, comme on l'a évoqué, le zoom dans l'image, potentiellement, comme tu le disais là sur le Fuji, le télémètre numérique, Le stigmomètre électronique. le stigmomètre électronique, pardon, et le plus connu Un peu barbare, mais assez fun. Et le plus connu étant aussi la fonction de focus picking. Mathieu, est-ce que tu peux nous lister les caractéristiques importantes d'un viseur électronique? La luminosité, le respect, bien sûr, de la couleur. Alors, quand on dit respect de la couleur, c'est respect de la couleur de ce que je vois, je déclenche et ce que je vais avoir. On va avoir le taux de rafraîchissement pour avoir justement une meilleure fluidité ou pas de l'image. Et puis après, on en a parlé un petit peu vite fait, justement, la qualité des verres qui vont être mis devant cet écran et bien sûr, forcément, la qualité finalement de l'écran du viseur. Est-ce qu'il va avoir combien de pixels, combien de rafraîchissement, ce taux de luminosité. Et donc, de toute façon, on rappelle aussi ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Benjamin, il faut aussi penser à le paramétrer, ce viseur, en fonction de ses attentes et de ses ressentis. Quels sont, selon toi, les boîtiers qui, à l'heure actuelle, proposent la meilleure expérience de visée électronique? Il peut y en avoir plusieurs. Ouais, mais là, j'en ai qu'un seul. C'est le C'est très simple comme ça. Ouais, c'est le Z6-3 aujourd'hui. Ouais. Alors après, Z6-3, c'est le même viseur que le Z8, mais après, c'est vrai que c'est le Z6-3 que j'ai étonnamment le plus utilisé dans des conditions vraiment très mauvaises. Il a une meilleure définition que le Z8 d'ailleurs. Il Ouais, a il est meilleur, 5,76 contre 3,68 millions de pixels, pour Ouais, parler de chiffres. Hein. ouais. Et ça montre bien, c'est intéressant, que peu importe le niveau de gamme, etc. Là, on a un boîtier qui est situé en milieu de gamme, on va dire, ou entre les univers amateurs et pro, qui a une meilleure définition que son aîné. C'est rigolo, mais c'est vrai. C'est rigolo, mais c'est ainsi. Et j'en reviens à ce que je disais aussi, c'est que l'impression, le ressenti, essayez les boîtiers, visez, essayez. Fiez-vous aussi à ce que vous ressentez. Regardez pas forcément les chiffres, parce que tu vois toi-même, finalement, ça, tu l'avais peut-être pas en tête, parce que le viseur d'un Z8 de seulement, avec 10 000 guillemets, 3,68 millions de pixels, ne sera pas si mauvais, loin de là. Non, après, de toute façon, personnellement, le viseur, je m'y adapte, parce que de toute façon, en utilisant personnellement un XT5, le viseur n'est pas extraordinaire, mais de toute façon, après, on arrive de toute façon par s'y faire. Mais justement, même pour juste un autre boîtier, de toute façon, l'A9 III a aussi un viseur d'un grand confort après. Mais je vais pas trop m'éterniser en disant est-ce qu'il est meilleur qu'un Z6 III, je pourrais pas le dire, je l'ai pas utilisé assez longtemps pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le viseur hybride proposé par Fujifilm sur les séries X100 et X Pro? De toute façon, sa particularité, c'est qu'il va nous proposer la visée et optique et électronique, et les deux en même temps. Donc, de toute façon, en optique, on aura la chance d'avoir le hors-champ, donc voir un petit peu plus large que prévu, donc avec bien sûr un encadrement pour nous montrer la focale utilisée, et on verra un petit peu les bords, pas de manière très nette, mais c'est juste des titres indicatifs pour aider au cadrage et à l'anticipation. Et après, on va justement pouvoir switcher avec un viseur entièrement électronique pour justement avoir ce confort alors, dans le cas de Fujifilm, de simulation de film, mais aussi bien sûr, est-ce qu'on a bien exposé, est-ce que la mise au point est bien réussie. Et visé à 100% aussi. On n'a pas forcément visée optique, parce qu'on s'en rapproche de plus en plus au fil des générations, mais on n'est pas sur une visée à 100%. En gros, ça veut dire que on ne cadrera pas de manière exacte. Si vous faites de l'architecture, de toute façon, ça a peu d'intérêt de faire de l'architecture avec ce système de visée, puisque le hors-champ convient plus à la street qu'autre chose. Street et reportage, ouais, c'est sûr. Reportage, oui. Et puis après, le dernier point, c'était le viseur avec le tout petit écran sur le côté, mais qui nous permet justement d'avoir ce petit mélange de et j'ai du hors-champ, et je vois en direct, et je fais ma mise au point, et je peux quand même voir. Alors après, bien sûr, je réinsiste, mais sur le X100, c'est vraiment un titre indicatif. C'est pas non plus d'une grande précision.
Et pour terminer, dernière question, est-ce que la visée 100% optique a complètement disparu? À ma connaissance, non, elle n'a pas 100% disparu. De toute façon, le Pentax K1-2 est toujours actuel et il est en viseur 100%. Le K3 monochrome chez Pentax aussi. Bien sûr. Bah oui, oui, parce que de toute façon, il va reprendre les mêmes lignées. Et donc, de toute façon, après, non, je pense, on a mis du temps et c'était un gros argument de vente d'avoir ce fameux viseur 100%. C'était un argument important parce que de toute façon, il n'y a rien de plus désagréable que de cadrer et d'avoir quelque chose qui est décalé. Et non, il n'est pas disparu. Après, est-ce que dans les prochains réflexes, je pense que ce sera même un critère minimum. S'il y a un autre réflexe sort, il faudra qu'il soit en viseur 100%. Et on a parlé des Leica M aussi, ne les oublions pas, qui restent aussi des boîtiers mythiques, qui sont pour l'instant, en tout cas, toujours avec une visée 100% optique. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Mathieu, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? J'ai très bien compris la consigne. Première question posée par un ami à nous que vous avez déjà entendu à ses micros, Bruno Labarbère. Comment résumer la différence entre un EVF de 2025 et les tout premiers modèles de 2010? On va avoir déjà une énorme différence entre technologie OLED ou pas. On va avoir des différences après sur les taux de rafraîchissement. Et puis, on va avoir des différences optiques pour justement plus ou moins apprécier le viseur. Et de part, quand même, je réinsiste, une énorme différence colorimétrique. Mais de toute façon, c'est une fausse question, Bruno, parce que lui, il ne jure que par le Leica M. Donc la différence est nulle. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il a peut-être changé d'avis. Hein. Peut-être. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Franck. Cela a déjà été chaud de passer du viseur optique au viseur électronique. Alors maintenant, l'abandon du viseur électronique pour des boîtiers uniquement en mode smartphone, faut pas déconner. Je suis parfaitement d'accord, mais après, ça va colère, être Franck, que... hein. Ah oui, colère. Non, mais je suis d'accord, hein, mais bon, plus on va démocratiser des excellents viseurs, plus on va les trouver partout. Là, aujourd'hui, tous les appareils photo sont globalement très bons. On a une période avec des appareils photo moins bons, les viseurs vont s'améliorer. Et de toute façon, il va exister des appareils avec et des appareils sans viseur. Oui, moi je suis plutôt pour le meilleur des deux mondes en fait. Hein. Oui. Et que ça cohabite gentiment, qu'un GR puisse cohabiter avec un Leica M ou avec un Sony Alpha 9 III, etc. Mais qu'on verse pas uniquement, effectivement, dans un univers où on n'aurait plus de viseur tout court. On a un FP, on veut un viseur ou pas. Bon. Ouais. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Emric. C'est un ressenti où on est vraiment plus précis avec le viseur électronique? Bien sûr, de toute façon, on est forcément plus précis de par la quantité d'informations qui nous est donnée. Il faut juste arriver à comprendre, à engendrer toutes ces explications, toutes ces informations. Et après, si Emric, tu es plus précis avec ton viseur, bravo, c'est que tu es très à l'aise avec ton appareil photo. Ouais, et puis de toute façon, les viseurs électroniques, contrairement aux réflexes, ont cette particularité de couvrir 100% du champ de l'image. Donc vous prenez un modèle qui a un joli grossissement et un bon dégagement oculaire, et là vous êtes Et même, first class. même Mais sur sans le... parler de réflexe d'ailleurs, parce que la question c'est viseur. Donc est-ce qu'il veut dire aussi, peut-être, qu'on est plus précis avec le viseur d'un hybride qu'avec simplement l'écran de l'hybride? Enfin, je le perçois comme ça. Ouais, peut-être. C'est possible. C'est possible. Et c'est vrai que Non. le viseur t'offre aussi un confort de visée peut-être Alors, supérieur. Surtout, ça offre un champ de Ouais. concentration, en fait. On est Ouais, voilà. concentré, en fait. On n'est pas pollué par ce Voilà. qui se passe. On n'est pas pollué par ce qui En va se dehors. passer à côté. Justement, c'est... Alors, je vais mettre un coup de pied dans la mare. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'utiliser un iPad, mais genre l'un des derniers modèles, donc avec un super bloc photo. Je me suis amusé à essayer de faire des
des portraits avec un écran en coup de, je sais pas, il doit faire quoi, 11 pouces, un truc Super ergonomie photo. comme ça, eh ben c'est pas si désagréable que ça, hein, je peux vous dire, Ah les oui gars, c'est très déstabilisant, mais en termes de compo, enfin, J'y ai pensé pour ma prochaine rando. Tu m'as dit qu'un iPad sous un torrent. Bon, allez, on avance. 4e question qui nous vient d'une dénommée Elodie. Si Fuji lance un X100 moyen format, est-ce que vous pensez qu'ils vont garder le viseur hybride? Je pense que ce serait quand même une énorme valeur. Je pense que ce serait même le premier point auquel il faudrait... au moment de la conférence, c'est le premier point auquel il faudrait parler, quoi. Tout de suite, il faut crever l'abcès, il faut dire est-ce qu'on a ce viseur ou pas. Je pense que ce serait quand même assez important. C'est pas la question. C'est pas la question. Est-ce qu'on le garde ou pas? Il faut le garder. À toi, il faut le garder. Moi, non. Mais bon, on Moi, vous je invite suis- à réécouter l'émission. On a Moi, tous les deux développé je un suis petit plus peu d'accord avec Mathieu, hein, le pour point. le coup, hein, il faut Mais le garder, absolument. moi, en tant qu'utilisateur du X105, j'utilise plus la visée optique, donc voilà. Mais on devrait bientôt avoir la réponse. Et pour terminer, une question pas de mes soins cette semaine, puisque c'est camarade de Léo Lachaud qui te la pose. Non. La question qui tue. Mathieu, tu préfères la visée de ton Hasselblad ou celle d'un bon Lumix S1R2? Oh là là, il est pas possible celui-là. D'un bon Hasselblad ou d'un S1R2? Il est méchant avec moi. J'ai encore combien de temps là? 15 secondes. Et tu es bien seul face à ce micro. Oui. Oh là On va mettre une petite musique de salle d'attente, tu Ah sais. ouais, là, tu peux, parce que là, eh ben, on va dire le Hasselblad, hein, parce que j'utilise tous les jours, j'ai pas le choix. Allez, c'est bon pour moi, on conclut là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Mathieu, merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation et d'être venu à nos micros aujourd'hui. L'actualité de la boutique, s'il y a des choses à dire, c'est le moment. Oh là, belle actualité, le magasin va bien. Après, on rentre un peu plus de matériel DJI. On a rentré le dernier RS Mini 4 Pro pour ceux, enfin pas Mini 4 Pro, le dernier RS 4 Mini. On l'a Ça, c'est testé. les stabilisateurs, ça. Ouais, stabilisateur, ouais. On l'a testé, vraiment très impressionnant, facile à calibrer et justement le suivi est Bien la assez- visée. Tu dis? Le gars qui reste à fond dans le truc. Ah oui, oui, oui. Non, mais bref, c'est un excellent produit. Là, on est assez épaté. Ça, on les a rentrés et puis après, peut-être rentrer d'autres produits DJI et peut-être faire d'autres choses avec la marque. Tiens, une deuxième question qui tue. Est-ce que DJI va lancer un boîtier en 2025 à objectif interchangeable? Bon, ça, je voudrais bien savoir ça. Mais ils ont toutes les compétences pour. Hein. Après, est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Ça, c'est moins mon avis. Bon, en tout cas, merci. Et puis, on Merci espère à vous. te réentendre très prochainement à Avec nos plaisir. micros. La semaine prochaine, nous recevons pour notre plus grand plaisir, au coin du feu, la photographe de sport Pauline Ballet. On vous proposera également une émission spéciale consacrée aux simulations de films avec Jules Azéli de Fujifilm France et le photographe Julien Rocheblave. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine, mardi et jeudi. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Camara, première coopérative de passionnés photos avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.